Inch'Allah. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min wala. Amma ba'd. Donc, Inch'Allah, comme tu as dit, on va parler un petit peu des projets d'investissement qui ont été mis en place il y a quelques jours, quelques semaines, on va dire. Donc, le concept, le principe, ben, c'est rien de nouveau, hein. C'est tout simplement donner la possibilité aux musulmans qui sont soucieux de savoir comment leur argent est investi, donc c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire du halal, car les investissements, on n'a pas inventé l'investissement, ça existe depuis que l'être humain est être humain, mais en 2024, malheureusement, dans les sociétés dans lesquelles on vit, les sociétés capitalistes, où les banques règnent, eh ben, c'est très difficile pour un musulman qui veut investir de manière éthique et pas rentrer dans des choses haram, d'investir dans des choses qui sont intéressantes. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des opportunités, d'accord, d'investissement qui permettront aux musulmans, Inch'Allah, dans les années à venir, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, d'être, alhamdulillah, on va dire entre parenthèses, un rentier, c'est-à-dire avoir des revenus passifs qui lui permettront de pouvoir, parce que c'est ça l'objectif principal, de pouvoir concevoir, penser à quitter la France et à faire la hijra dans un pays musulman. Et comme vous le savez, la hijra dans des pays musulmans, ce qui bloque malheureusement la plupart des frères et des sœurs, c'est les moyens, c'est les finances, hein. Vous savez très bien que, par exemple, les gens qui ont une foi faible, qui ont un cœur malade, quand ils se moquent des gens qui veulent faire la hijra, qu'est-ce qu'ils disent en premier? Ah, vous allez revenir pour le RSA. Ah, vous allez revenir pour la carte vitale. Parce qu'ils ont une maladie au cœur. Et pour eux, ils ont la croyance que l'argent, il n'y a qu'en France que ça existe. Et ben nous, on veut sortir de ce carcan, de cette prison. Et donc, même si ces moqueries-là, ça montre une foi faible et un égarement, mais il y a quand même malheureusement une part de vérité. Et il y a beaucoup de gens qui ne quittent pas la France à cause de cette peur financière ou de ce manque de moyens. Et donc nous, en tant que musulmans et en tant que frères et en tant que prédicateurs, on se doit de proposer des solutions aux musulmans. Le prédicateur, il propose des solutions dans toutes choses. Donc évidemment dans la croyance, dans la religion, etc. Donc il doit proposer la vérité, il doit appeler les gens à la vérité. Mais une fois qu'il a appelé les gens à la vérité, en leur disant il faut faire hijra, c'est interdit de rester en France, on ne peut pas les laisser comme ça. Et donc, il faut leur proposer des choses. Et donc, alhamdulillah, c'est ce qu'on fait avec ces moyens d'investissement. Donc, le but, c'est d'investir. Et donc, pour l'instant, les investissements, car nous, on cherche les investissements les plus rentables et les plus lucratifs pour le musulman, car on a besoin de pouvoir vivre dans un pays musulman et d'être aisé dans un pays musulman, de pouvoir étudier, de pouvoir apprendre le Coran, de pouvoir mettre nos enfants dans des écoles qui ont un standing assez élevé, où ils peuvent apprendre leur dîn et apprendre les matières mondaines, etc. Et donc, forcément, ça a un coût. En 2024, tout a un coût. Et donc, on doit chercher des investissements qui soient les plus intéressants pour pouvoir vivre notre dîn et pratiquer notre religion. Donc, pour l'instant, c'est en Égypte, car les opportunités en Égypte, à l'époque, en ce moment, c'est un pays qui cherche à devenir ceux qui suivent un peu l'actualité, etc., qui cherchent entre guillemets, à redorer son blason, à revenir au devant de la scène. Il y a énormément de projets d'investissement. Et donc, nous, en tant que musulmans qui cherchons à faire du halal, et aussi, vu qu'on cherche à faire du halal, bah, généralement, ceux qui cherchent l'argent halal, donc ils ont des métiers halal. Et donc, ça veut dire que parfois, c'est des métiers où il y a peu de qualifications, mais ils travaillent entre musulmans, etc. Donc, parfois, c'est pas des métiers très qualifiés. Donc, c'est compliqué pour les musulmans qui cherchent à ne pas faire du haram d'avoir des économies, d'accord, des économies très élevées. Et donc, en plus, on n'a pas recours aux banques. Donc, on ne peut pas faire des achats de 100 000 euros, 200 000 euros tout seul. Donc, c'est pour ça que ce projet a pour but de réunir les musulmans qui ont les mêmes valeurs, qui sont désireux d'investir, pour pouvoir investir dans des biens qui sont, alhamdoulilah, élevés et qui permettent justement d'obtenir des revenus élevés. Et donc, en Égypte, c'est l'opportunité, c'est vraiment là, c'est le moment de le faire en Égypte, mais on n'est pas fermé à d'autres pays, parce que le but, c'est d'investir. Le but, c'est pas d'aller en Égypte. Celui qui n'a pas l'intention de venir en Égypte, de ne pas mettre les pieds en Égypte,
il n'est pas exclu de ce projet. Le but, c'est d'être investisseur, c'est-à-dire de mettre de l'argent, d'accord, pour que cet argent fructifie et que dans 2 ans, dans 3 ans, vous pouvez obtenir des loyers et des rentes qui vous permettent d'aller où vous voulez dans le monde, ou alors en tout cas dans les pays qui vous intéressent. D'accord? C'est ça l'objectif. Et donc, si vous n'avez pas envie de mettre les pieds en Égypte, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de mettre de l'argent pour ensuite voir cet argent grandir ou obtenir des loyers qui vous permettent de vivre en Algérie, au Maroc, au Tunisie, au Sénégal, aux Comores, où vous voulez. Mais bien sûr, de s'émanciper de la France et de fuir. Car les temps sont difficiles. C'est compliqué. Et donc, il faut commencer à réfléchir à trouver une porte de sortie. Parce que là, ça commence à être urgent. Donc voilà. Barakallahu fik. Alors, donc après avoir répondu à la première question, la deuxième question est comment as-tu eu, toi, connaissance de ces investissements? Bah, naturellement, à force de faire de nombreux lives sur la Hijra, on en a fait plein pendant des années. On a parlé de la Hijra, sur le fait de l'importance de partir, l'obligation pour le musulman de partir, l'interdiction de vivre en France, etc. Et ben forcément, après, on reçoit des messages, on reçoit des gens qui nous posent des questions et qui se disent voilà, mais moi, j'ai pas d'argent. Comment je fais pour partir? J'ai des économies, mais si je pars, comment je fais pour travailler? Ben, toujours les mêmes problèmes en fait. L'argent, les problèmes, etc. Donc forcément, à force d'entendre ces problèmes-là, ben, on commence à se dire mais comment trouver une solution? Parce que c'est bien de dire aux musulmans que c'est interdit de rester, celui qui reste, il a des péchés, etc. C'est la vérité, on est obligé de se dire la vérité. Mais une fois qu'on s'est dit la vérité, il faut aussi trouver des solutions. D'accord? Donc, euh, donc, les solutions, pour moi, je l'ai dit plusieurs fois dans les lives depuis quelques semaines qu'on fait des lives, pour moi, la solution pour le musulman en 2024, c'est l'investissement. C'est la seule solution. J'en vois pas d'autre. D'accord? Parce que on est dans une époque où pratiquer sa religion, c'est difficile. C'est-à-dire que travailler pour quelqu'un, c'est-à-dire un patron, c'est difficile pour que ce patron, il vous laisse euh, faire votre vie en tant que musulman. Pratiquer votre religion euh, comme vous en avez envie. D'accord? Ou alors, c'est difficile. Et si vous arrivez à trouver un patron qui vous laisse pratiquer votre dîne comme vous avez envie, ça va être difficile pour vous de faire la hijra, peut-être si vous êtes en France, et si vous trouvez un patron, machallah, qui vous laisse pratiquer, etc. Généralement, ben, en termes de salaire, en termes de revenus, c'est pas trop ça. Et donc, certes, vous pouvez pratiquer votre dîne, mais vous allez rester moisir en France. Et donc, il y a soit on gagne bien sa vie, on a un travail qui est intéressant, mais la plupart du temps, c'est rempli de haram, soit on a réussi à trouver un travail avec des frères, etc. Alhamdoulilah, on peut un peu pratiquer notre religion, en tout cas au minimum, mais généralement, les salaires ne suivent pas. Bien sûr, il y a des exceptions, mais nous, on parle de la grande majorité. Et donc ça, c'est un problème. Parce que nous, on doit fuir. On doit partir. D'accord? On doit partir. Et donc, à force d'entendre les mêmes problématiques, bah, on réfléchit. Et donc, moi, c'est mon avis, encore une fois, je peux me tromper, la seule solution, c'est l'investissement. Donc, à partir du moment où, pour moi, c'est la seule solution, eh ben, forcément, bah, je suis parti à la recherche. Chercher, bon, on se renseigne, etc. Et ben, on a fait des connaissances, on a rencontré des agents immobiliers, et après, on a commencé à creuser, parce qu'on va le voir plus tard, mais c'est compliqué d'aller voir les agences immobilières et de mettre des conditions, de dire, voilà, nous, on veut pas ça, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Ils vous regardent avec des grands yeux en disant, mais qu'est-ce que tu veux, toi? On fait ça depuis des années, on fait ça, on gagne notre argent, on gagne des millions. Toi, tu viens, tu nous dis ça, c'est haram, enlève ça, enlève ça, enlève ça, on te complique la vie. Donc forcément, on a dû parler avec beaucoup d'agences, etc. Certaines ont refusé, d'autres, alhamdoulilah, avec celles qu'on a trouvées, a accepté, parce que voilà, on a expliqué un petit peu le projet, on a dit que voilà, il y avait il y a des chaînes YouTube, etc., des gens qui nous suivent en France, etc. Donc c'est, entre guillemets, ça les rassure un peu. C'est sûr que si tu viens tout seul comme ça, tu dis, voilà, je viens, change-moi tous les contrats, allez hop. Mais si tu dis qu'il y a une communauté musulmane, de francophones qui sont intéressés, etc., et que tu dis, bon, en gros, pour faire rapide, si vous nous permettez d'avoir des conditions halal, vous allez faire de l'argent. Si tu leur dis ça comme ça, bon, ils vont dire, bon, on va réfléchir, c'est normal. Si tu lui dis, on peut te faire gagner de l'argent, mais ces conditions-là, ces conditions-là, ces conditions-là, on n'en veut pas, là, il commence à être à l'écoute. Donc, alhamdoulilah, on a trouvé.
Et maintenant, une fois qu'on a trouvé, qu'on s'est bien renseigné, on a regardé que c'est du sérieux, etc. Parce que moi, il y a beaucoup de choses qui me bloquaient dans ça. Moi, à la base, je ne suis pas trop dans ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même, si personne ne le fait, il faut que ça se fasse. Donc, on a cherché, on a été méticuleux, on a trouvé des gens sérieux, des gens professionnels qui sont connus dans le monde entier, dans le monde arabe en tout cas, et qui ont fait des grands projets, etc. Ils n'ont pas connu de retard malgré les grands projets qu'ils ont faits. Ils ont travaillé avec des gouvernements, etc. Donc, entre guillemets, ça montre le sérieux de l'agence parce que moi, je n'ai pas envie de mettre en relation des musulmans avec une agence et après, disparition au bout de 6 mois ou je ne sais pas quoi. Ça, voilà, des choses qui m'ont fait, entre guillemets, être réticent dans ce genre de choses, c'est que j'ai pas envie que mon nom il sorte sur YouTube ou sur Twitter et que je me fasse insulter parce que j'ai mis en relation des gens avec une société et la société elle a disparu. Donc c'est ça qui m'a vraiment fait être réticent. Mais bon, comme moi je l'ai dit plusieurs fois dans les lives, la prédication c'est le courage. Il faut être courageux au bout d'un moment parce que sinon on se regarde dans les yeux et on fait rien. Bah, de toute façon, Donc c'est comme c'est la prochaine question, Inch'Allah. bah, voilà, bah, c'est pour ça que j'ai essayé d'enchaîner, Inch'Allah. Vas-y, continue Bah écoute, la seconde. bah, c'est simple. Toi, quelles sont les vérifications que tu as faites avant d'inviter toi-même à ces investissements? Est-ce que tu as est-ce que tu as le contact de collaborateurs? Est-ce que tu as eu des rendez-vous physiques? Est-ce que tu as étudié les termes du contrat? Je sais que tu en as parlé un petit peu dans la question précédente. Est-ce que ces personnes-là ont un historique au niveau des investissements? Est-ce que tu as pu visiter des biens, visiter des commerces, entreprises, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bah ouais, bah, comme je disais précédemment, euh, bah, au début, bah, on cherche, on trouve. Des fois, on trouve, mais ça apporte pas ses fruits, c'est pas intéressant, ou ils sont pas intéressés par ce qu'on propose. Voilà, ils ont pas envie de se prendre la tête, c'est normal. Hein, ils ont des clients. Ces clients-là, ils acceptent n'importe quelle condition tant qu'ils sont avantageux. Pourquoi ils vont se prendre la tête avec nous? Mais alhamdoulilah, on a trouvé. Donc oui, on a vu des gens, on a passé des après-midi, etc. On a trouvé. Et bah, après, tu négocies les conditions. Tu lui dis, voilà, les problèmes, comme tout le monde le sait, parce que nous, encore une fois, mon objectif, moi, c'est que les musulmans fassent des investissements qui soient profitables. On peut tous faire des investissements, acheter un appart par-ci par-là, le rénover, etc. Mais ça, c'est compliqué, surtout quand on n'est pas dans le pays. D'accord? La plupart des gens, ils sont en France, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie d'aller voyager aux quatre coins du monde, aller au Maroc, aller en Algérie, aller en Égypte pour trouver des appartements. Ça, c'est possible de faire, mais c'est compliqué. Nous, on veut faciliter la vie aux gens. Donc, forcément, on doit aller voir des grandes sociétés, des grandes entreprises immobilières qui, eux, ont des grands projets, et notamment dans les projets dans des malls, dans des centres commerciaux, etc. Et c'est ça qui est intéressant, parce que même si c'est pas tout le monde qui peut investir dedans, parce que c'est quand même des prix, il faut quand même avoir un peu d'épargne quand même, un petit capital, mais déjà, on a la sécurité, on est apaisé. Moi, c'est ce que je veux. Je préfère malheureusement mettre des gens un peu à l'écart plutôt que de ramener tout le monde. Bismillah, mettez 50 euros, mettez 100 euros, c'est la foire. Et après, on tombe sur des gens bizarres. Je préfère aller voir tout de suite le haut standing, même si les premiers prix ils sont assez élevés, mais au moins, on sait qui c'est, on a une assurance derrière, on sait qu'ils sont professionnels, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et après, ben, on a négocié les contrats, on a dit voilà, nous, le problème, comme vous le savez, quand les gens payent des biens sur plusieurs années, donc c'est étalé sur 7 ans, et ben le problème, c'est les pénalités. Moi, j'ai été direct, je dis voilà, nous, on a des gens qui sont intéressés, il y a beaucoup de musulmans qui veulent investir, qui veulent fuir la France, qui veulent investir, qui veulent pas mettre leur argent en banque, etc. Mais le problème, c'est que ben, c'est compliqué de payer en une fois. On ne va pas mettre 180 000 euros comme ça sur la table. Donc, généralement, on a besoin de facilité de paiement, donc payer sur 6 ans, sur 7 ans, etc. Mais le problème, c'est que dans vos contrats, il y a des pénalités de retard. Et ça, c'est haram, c'est la définition de riba. C'est-à-dire que celui qui a signé un contrat et dans le contrat, il y a marqué si tu dois payer tous les 3 mois, ou tous les mois, ou tous les 6 mois, mais si tu as un retard, on te met une amende, ça, c'est haram. Bon, après, bien sûr, ils ne sont pas d'accord. Hein. C'est des musulmans, mais bon, tu es en train de lui dire officiellement que ce qu'il fait depuis 20 ans, c'est haram. Donc, c'est un peu dur pour le nefs. Mais on te dit non, c'est pas riba, c'est pas comme ça. En fait, c'est juste pour se préserver, c'est juste pour... Bref, ça débat.
tu lui dis d'accord, je ne suis pas un moufti, tu lui dis est-ce que c'est possible que pour nous, les contrats, tout ça, vous enlevez? Et là, ça commence, oui, mais nous, comment? Après, ils ont peur. C'est normal qu'ils ont peur. Eux, ils veulent leur argent. Donc, ils ont peur qu'on leur ramène des gens qui ne payent pas. Et s'ils ne payent pas, il te dit, bah, il m'a dit directement. D'accord, mais s'ils ne payent pas les gens que vous nous ramenez, ils ne payent pas, comment on fait? C'est là que ramener la photo de Cheikh Al-Uthaymin, qui dit que celui qui achète un bien et que le vendeur s'aperçoit que l'acheteur est insolvable, donc il ne peut pas payer, il a le droit d'annuler le contrat. Ça, c'est permis. Donc, au bout de 6 mois, donc je lui dis, voilà, on enlève toutes les pénalités pour vous et pour nous, parce que c'est haram. Donc, nous, on ne veut pas de pénalité. C'est-à-dire, si on est en retard, on doit payer des pénalités. Et on ne veut pas de pénalité aussi, vous. Si vous êtes en retard, vous devez nous donner de l'argent. On ne veut pas ça. Enlevez ça. Et on a rajouté 2 contrats. Donc, on a enlevé les deux forme de pénalité, c'est-à-dire que si le payeur est en retard, pas de pénalité, et si le vendeur est en retard pour la livraison du bien, pas de pénalité. Et on a mis 2 autres conditions à la place, c'est-à-dire la première, en ce qui concerne la partie du payeur, l'annulation du contrat. Donc si pendant 6 mois, l'acheteur ne donne pas un signe de vie, ça c'est très important, signe de vie. On ne dit pas qu'il a un retard de 2 semaines, de 3 semaines, ça peut arriver. D'accord, nous on est en contact avec eux, etc. On a établi un lien de confiance. On parle vraiment de pas de signe de vie. C'est-à-dire que moi, je lui envoie des messages, il ne me répond pas. Personne ne répond pas. Moi, il m'envoie des messages, il n'a pas payé. Je ne sais pas quoi dire parce qu'il ne me répond pas. Bah là, oui, là, il a le droit, au bout de 6 mois, et qu'il n'y a toujours pas de signe de vie, il n'y a pas de paiement, là, il a le droit d'annuler le contrat. Et en gros, le contrat, il part. Et même si l'apport que vous avez donné, eh ben, c'est bon, ils prennent l'apport parce qu'ils ont une perte financière. Et ils ne veulent pas de retard. Donc ça, il y a une photo de Shara Samin, celui qui est intéressé, il avait, on lui envoie, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est du côté du retard de l'acheteur. Maintenant, du côté du retard du vendeur, c'est-à-dire que si dans le contrat, il y a une date de livraison du bien, donc c'est en 2027, en mai 2027. Et donc en mai 2027, si eux ils viennent en mai 2027 en disant, voilà, on aura 3 mois de retard, ou 4 mois de retard, ou 6 mois de retard, eh bien, nous, on a mis comme condition que l'acheteur du bien a le droit d'arrêter les mensualités, parce que les mensualités, c'est sur 7 ans. Et donc, normalement, au bout de 2 ans, quand le bien est livré, l'acheteur n'a plus à payer les mensualités. C'est le bien qui paye les mensualités. Donc, vous devez payer au début sur 2 ans. Donc, de maintenant à 2027. Vous allez payer l'apport, et après, tous les 3 mois, vous allez payer quelque chose. Jusqu'à ce que le bien soit livré. Et dès que le bien est livré, eh ben, les loyers du bien vont suffire pour payer les mensualités pendant 7 ans. Donc, si vous avez un loyer, par exemple, qui coûte 6 000 euros, donc vous avez 6 000 euros tous les mois parce que vous avez acheté, par exemple, une chambre d'hôtel. Là, en ce moment, on est dans les chambres d'hôtel. Il y a des frères, il y a 2 groupes qui ont acheté, il y a des groupes qui veulent acheter des chambres d'hôtel, d'accord, qui sont intéressés. Donc, encore une fois, c'est des groupes de 6, donc des fois, il faut remplir les groupes. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont intéressés, donc c'est pour ça qu'il faut remplir les groupes, etc. Mais c'est, Inch'Allah, avec le temps, ça va se remplir parce que plus il y a des gens qui sont intéressés, plus on pourra faire ça rapidement. Donc, il y a des groupes qui sont intéressés. Et donc, s'ils sont intéressés, nous, on a demandé un petit peu quels sont les possibles revenus de la chambre d'hôtel. Bah, ça varie entre 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Ça dépend. Les hôtels, ça dépend de la période de l'année. Des fois, l'été, c'est plus cher, etc. Et donc, si, imaginons qu'ils ont, ce mois-ci, ils ont 6 000, ils divisent, ils sont 6. Donc, ça fait 1 000 euros chacun. D'accord? Ça fait 1 000 euros chacun. D'accord? Donc, là, normalement, les 1 000 euros chacun, ces loyers-là, ils sont censés couvrir les mensualités, les paiements échelonnés après la livraison du bien. Mais si eux, ils ont du retard, eh ben, ils ont le droit de dire on ne paye pas tant que vous n'avez pas livré le bien. Ça, c'est la condition de leur côté. Donc, si eux, ils ont du retard, on peut dire nous, on arrête de payer. On ne paye pas, on attend que vous livrez le bien. Et dès que vous livrez le bien, on va prendre des loyers. Et les loyers, ils vont suffire à payer nos échéances. On ne veut plus payer de notre poche, en fait. Normalement, c'est le bien qui paye à notre place. Donc ça, c'est les conditions, c'est ça les remplacements qui ont été faits, contrairement aux contrats qu'ils ont d'habitude. Les contrats qu'ils ont d'habitude, c'est celui qui est en retard, il doit payer une amende. Et si eux, ils sont en retard, tous les jours de retard, ils doivent payer une amende. Mais ça, encore une fois, c'est haram. Donc c'est ça, les conditions qu'on a réussi à enlever et qu'on a remplacées. J'ai appris des choses, il y a des choses que je ne savais pas, cependant. Alors,
Je pense que tu as répondu, donc je ne sais pas si tu veux approfondir, c'est au niveau de ta motivation. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet? Ouais, bah vas-y, je réponds, Inch'Allah. Bah, ce qui m'a motivé à lancer ce projet-là, bah, je vais te dire la vérité, au début, je n'étais pas motivé. Moi, ça fait longtemps qu'on fait des lives, tu sais très bien, on est ensemble. Sur la Hijra, il y a plein de gens qui m'ont proposé des choses comme ça, Non. etc. Moi, ça ne m'intéresse pas de base à rentrer dans les choses comme ça, de l'argent, des musulmans, tout ça. J'ai pas envie de m'approcher de ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que je veux pas, c'est que pour moi, je trouve ça que c'est risqué. On a vu des antécédents dans l'histoire, etc. Moi, je veux faire ma da'wah, je suis tawhid, on apprend, on profite on apprend le din, on avance, on fait du tafsir de Coran, du Coran, on fait des hadiths, et c'est ça, en tout cas, dans ça que je me sens bien. Mais, encore une fois, on a quand même une vision large de la da'wah. Nous, on veut être profitable aux musulmans. Et dans la da'wah, et ça, c'est quelque chose, moi, qu'on m'a toujours appris, depuis que j'étais à Médine, alhamdoulilah, des gens qui nous ont accompagnés dans l'apprentissage de la science. Et on m'a toujours appris ça. Et ça reste dans ma tête. Et c'est toujours l'objectif que je me donne. C'est que quand tu fais da'wah, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que les gens ils ont besoin. C'est-à-dire que quand tu as un prédicateur, pour tous ceux qui m'écoutent et qui veulent devenir prédicateur, tu ne fais pas ce que toi tu as envie de faire. Par exemple, moi, des fois, j'ai envie de faire des. Moi, j'ai été diplômé de la science du hadith, de la faculté de hadith, etc. Le hadith, c'est ce que j'aime. J'aime vraiment ça. Mais je ne peux pas arriver en disant, bon, je vais faire un da'wah pour moi. Qu'est-ce que j'aime moi? Ah, je vais faire ça, je vais faire tel livre, Baïkonia, je vais faire tel livre, oh, machallah, j'aime bien. Alors que je ne regarde pas les gens qui sont en face de moi et les gens, selon ils ont besoin. Les gens en France, ils sont avec des coranistes, ils sont avec des chiites, ils sont avec des, euh, des apostats, des ennemis de l'islam. Et moi, je suis en train de faire la science du hadith. Oh, vous savez, tel rapporteur. Alors que les gens, ils sont noyés dans les ambiguïtés. Et moi, je suis en train de parler de la science du hadith. Alors qu'ils ne savent pas de quoi je suis en train de parler. Ils ne comprennent rien. Ça, c'est une da'wah pour moi. Je ne suis pas da'wah pour moi, je suis da'wah pour les gens. Parce que à la base, quand on parle, c'est pour être profitable aux musulmans. Donc, au bout d'un moment, on n'a pas envie de se lancer dans ça. Mais quand on voit que on fait des, on fait des lives, on fait des lives, on dit il faut partir, c'est haram de rester là, etc. C'est bien, mais à part recevoir des messages où les gens sont tristes, en disant en fait, on déprime les gens. Moi, j'ai pas envie de déprimer les gens. J'ai envie de motiver les gens pour qu'ils partent. Donc, on leur dit c'est haram, mais ils trouvent pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. C'est bien que tu me dis c'est haram, mais qu'est-ce que je fais? J'ai des enfants. Je travaille, je sais pas, je suis VTC, je travaille dans la sandwicherie. Voilà, je suis livreur. La plupart des métiers des frères, c'est ça. Je suis chauffeur poids lourd. Donc, tous ces métiers-là, ils ont un lien avec la France. C'est-à-dire que s'il part, lui, ben, il a plus de source de revenus. C'est rare quelqu'un, à part maintenant, ça commence, les jeunes, etc., ils sont dans la formation, webmaster, les métiers du digital. Mais les gens qui sont un peu plus âgés, qui ont arrêté l'école ou même ils avaient un diplôme, mais ils ont arrêté parce que c'était haram leur métier, etc., bah, ils n'ont pas de métier entre les mains. Et donc, il va aller au bled. On sait très bien que c'est pas à 33 ans qu'il va travailler comme les gens du bled avec le même salaire que les gens du bled. On sait très bien la plupart des gens, ils vont pas partir si tu leur mets ça comme condition. Tu lui dis, va au bled, travaille comme les gens du bled, tu gagnes, je sais pas combien de dinars ou je sais pas combien de dirhams. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire des lives en disant, ah, vous êtes égarés, vous êtes égarés, vous êtes égarés. On dit, bon, on va essayer de trouver une solution pour que nos frères et nos sœurs, ils puissent s'enfuir. Et donc, il y a un moment où tu dis, bon, ben, il faut y aller, en fait. Même si tu aurais aimé être loin de ça, moi, comme je dis, les gens qui m'envoient des messages, ils ont peur, ça se voit qu'ils ont peur. Ils me disent, Harry, imagine, c'est une arnaque. Harry, mais pourquoi je vais t'envoyer de là? Entre guillemets, ils me soupçonnent. Et c'est pas méchant, c'est normal. Ils vont pas envoyer de l'argent, etc. Mais ce que vous savez pas, c'est que moi aussi, j'ai peur de vous. Et vous, vous avez peur de moi, moi, j'ai peur de vous aussi. Parce que moi, quand vous me parlez, vous me dites, Harry, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas une arnaque? Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qui me dit que c'est toi là, qui est pas l'arnaque et qu'à cause de toi, tu vas pas payer, tu vas pas être sérieux, tu vas faire tomber des projets à l'eau, et après, la personne qui s'est associée avec toi et que toi, tu l'as laissé tomber, ben, elle va pas réfléchir 10 fois. Elle va aller sur Twitter et elle va dire, le projet d'Ilias Abourou Maïssa, c'est n'importe quoi, j'ai perdu, regardez mon argent, et c'est mon nom qui va sortir. Donc, toi, tu as peur de moi, mais moi, j'ai peur de toi aussi. Donc, comme on a dit, au bout d'un moment, il faut être courageux. On ne va pas rester comme ça, j'ai peur, je reste comme ça. On prend le risque, on fait les causes, on essaie de trouver des gens sérieux, etc. On met des conditions bien rigoureuses avec les frères qui veulent investir et les sœurs qui veulent investir. Et après, tawakkal Allah, on y va.
Parce qu'il y a beaucoup de moments, on va pas se regarder tous les jours pendant des années et à rien faire en se regardant en disant j'ai peur, je ne veux pas investir. Et moi, je dis j'ai peur, je n'ai pas envie que mon nom, ma da'wa soit touché, je veux rester dans mon confort. Et au final, dans 10 ans, on sera toujours les derniers de la classe. Oh, les frères d'Assouna, ah, il n'y a rien, ah, ils font rien, il n'y a pas de cours, ils font pas Hijra, ils parlent de la Hijra depuis 1995 et ils sont toujours là, à manger des sandwichs. C'est bon, il faut que ça cesse un peu que les gens se moquent de nous. Il faut faire des choses maintenant. Wallahu a'lam. Tawfiq, pour les explications. Alors, je pense que tu y avais répondu. En tout cas, tu avais donné pas mal d'éléments. Mais si tu veux développer, c'est avec plaisir. Si, au niveau de cette question, c'est quelle est la particularité de ton projet par rapport aux autres offres immobilières classiques? Bah, Donc, tu avais la parlé particularité, des, non, oui. t'avais parlé des conditions. Donc, si toi, tu veux Ouais, développer, non. bah, en fait, la particularité, parce que moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, j'ai du mal à faire un projet qui ne me tient pas à cœur. Donc, encore une fois, mon projet, ce que je propose aux gens et ce que je fais aux gens depuis que je suis sur Internet, c'est des choses, entre guillemets, je me mets à la place de la personne. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Encore une fois, il y a des gens qui se mettent pas, ils ont pas forcément les mêmes attentes que moi, j'ai ou que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Donc, peut-être ça ne les intéresse pas et c'est normal, il n'y a pas de souci. Il faut de tout pour. Il faut des frères qui proposent tout pour, voilà, pour rendre les gens heureux. Mais moi, je me mets à la place, je me dis, à chaque fois que je fais un projet, je me dis, ah, quand j'avais tel ou tel âge, ou quand j'étais en France et que j'étais pas encore à Médine, etc., ah, j'aurais aimé qu'on me propose ça. Ah, j'aurais aimé qu'on me propose ça. Ah, j'aurais aimé qu'on me fasse ça. Et après, je me dis, ah bah, comme j'aurais aimé, ben, je vais le faire. Et forcément, si j'avais envie d'avoir ça, et ben forcément, il y a des gens dans la France qui ont la même envie. C'est logique. Peut-être qu'ils sont beaucoup, peut-être qu'ils sont pas beaucoup. Alors, mais en tout cas, je suis pas un extraterrestre, je pense. Donc forcément, si j'ai envie d'une chose, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont la même envie que moi. Et forcément, moi, qui suis parti en Égypte pour la première fois en 2013, et ben et jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on étudie, etc., et on n'est plus en France, bah, j'ai vite compris que le nerf de la guerre, que vous le vouliez ou non, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et moi, parce que entre guillemets, c'est ma raison de vivre. C'est l'apprentissage, c'est le deal. C'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Il y en a, ils sont dans l'humanitaire, il y en a, ils sont dans plein de choses. Alhamdoulilah, il y a plein de portes du bien dans l'islam. Mais moi, ce qui m'a touché, etc., c'est l'apprentissage de la religion. Tous les jours apprendre, réviser, apprendre des versets, etc. C'est ce que j'aime. Donc il y a des gens qui ne savent pas leur ambition première, et ça, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais moi, je fais des choses avec amour. Et donc, forcément, je vais essayer de trouver des projets pour faciliter les gens qui ont les mêmes envies que moi. Et donc, pour moi, la hijra, je n'arrive pas à la concevoir sans les études. Et encore une fois, je dis pour moi. Je ne dis pas que celui qui fait une hijra, il va travailler, il est à Dubaï, alhamdoulilah, il fait ses petits cours d'arabe, etc. Il met sa famille, il met ses enfants dans des cours d'arabe, dans des cours de Coran. Et voilà, lui, c'est un bon père, etc. Et machallah, il n'est pas forcément à fond dans les études. Je ne dis pas que c'est pas bien, il est garé, attention. Je parle pour moi. Moi, je ne peux pas réfléchir une seconde dans ma tête, je fais hijra et je ne suis pas en train d'apprendre ma religion. Parce que je suis parti de la France, c'est pour apprendre. Donc j'apprends l'arabe, j'apprends le Coran, j'apprends la aqidah, j'apprends le fiqh, etc. Donc moi, je vais permettre à mes frères et à mes sœurs, parce qu'il y a beaucoup de sœurs, qui ont la même vision que moi, je vais leur proposer des projets pour qu'ils puissent faire cela, c'est-à-dire apprendre leur religion en toute tranquillité. Car nous, on n'a pas eu la tranquillité. Nous, on n'avait pas la tranquillité. D'accord? Avait, on avait des propriétaires qui nous regardaient de travers parce qu'on avait des mois de retard dans le loyer. D'accord? On n'avait pas envie de crever nos pneus parce qu'il n'y avait rien dans la poche. Et donc on veut pas ça pour nos frères, on veut pas ça pour nos soeurs. On veut qu'ils puissent apprendre le Coran et avoir une rente 1000 euros, 1500 euros. Il est au Maroc, il habite, je sais pas, il habite à Casa, il habite à Marrakech ou il habite à Alger. Il a la maison de ses parents, donc il ne paye pas de loyer. Si tu es en Algérie, tu es en Maroc, tu es en Tunisie, tu as une maison de tes parents et je te donne 1000 euros par mois, tu es le roi du monde. Tu vas, tu vas au Kouteb, tu vas au Tahfiz, tu apprends ton Coran, tu restes 1 an, 2 ans, t'es bien. Nous, on n'a pas eu ça, on aimerait ça pour nos frères. Et donc, forcément, les projets, ça passe par l'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Toute personne qui vous dit l'inverse,
il ne sait pas ce que c'est étudier la religion au XXIe siècle. D'accord? Ne me dis pas, oui, Imam Bukhari, il a fait. Non, je vous parle du XXIe siècle. Au XXIe siècle, tu arrives en Égypte, il ne parle même pas avec toi, le prof de Coran. Il ne parle même pas avec toi, il te dit, moi, mon tarif, c'est tant à l'heure. Et après, dès que tu as dit, bon, d'accord, je suis d'accord pour ce tarif, là, il te dit, bon, tu connais quoi du Coran, tu connais juste là, il parle avec toi. Tu vas à Ibana ou je ne sais pas quoi, il vient, il te dit, voilà, ça commence tant, ça coûte, la moustawa, elle est à tant. 80 euros, 100 euros, 150 euros. Le loyer, pareil. Donc, étude rime avec argent, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que ceux qui n'ont jamais étudié, ils se disent, ah, mais comment on peut payer pour apprendre la religion? Parce que tu n'as jamais appris, là, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vas en Égypte, tu vas où tu veux, même ceux qui disent, oui, mais à Médine, oui, à Médine, il te facilite, mais il te paye. D'accord? Et même quand il te paye, bah, tu vas peut-être vouloir ramener ta femme, donc il faudra payer. Tu vas vouloir une voiture, il faudra de l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent quand tu veux étudier. Et donc, ça, c'est un souci. Si vous arrivez à le rayer de la liste le plus tôt possible dans votre vie, là, on aura une voie royale. Et nous, on veut que les frères qui vont commencer les études, ils soient meilleurs que nous. Ils n'aient pas les obstacles que nous, on a eu. Parce qu'on a besoin de gens de science en France. Il n'y a rien. C'est le désert. C'est le désert. Ça fait, ça fait combien de temps que les gens les voient arriver à Médine, par exemple, à l'université de Médine? Combien? Ça fait peut-être 15, 20 ans que les premiers frères ils étaient à Médine, peut-être plus 25 ans. Donc 25 ans, tous les ans, il y a des frères de France qui sont acceptés à l'université de Médine depuis plus de 25 ans. Et je vous mets au défi de me citer 10 prédicateurs sur la sunna qui a fait ses études à Médine. C'est-à-dire qu'il y a peut-être j'abuse même pas, peut-être 1000. Il y a peut-être 1000 frères qui ont été pris à Médine. Ou 2000, sans abuser. Sur 2000, on ne peut même pas me ramener 10 frères qui ont terminé Médine et sur la sunna. Et qui font des cours régulièrement, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il faut faire la hijra. L'argent. L'argent. Donc ça, ce problème-là, il faut le prendre à bras-le-corps. Et il faut que les frères qui sont ambitieux et les sœurs qui sont ambitieuses d'apprendre leur religion, il faut le rayer vite. Et ça passe par l'investissement. Et donc les frères, si ils investissent aujourd'hui, et on leur dit dans 2 ans, dans 3 ans, ce problème-là, il est rayé, alhamdoulillahi rabbil alamin. Donc si tu m'écoutes et que tu as la vingtaine, tu as 21, 22, 23, 24, 25, et que tu as les moyens d'investir, c'est là que c'est maintenant. Comme ça, après tu commences, on va dire à 25 ans, tu commences, et vraiment tu commences et tu t'arrêtes plus. Parce que nous, on s'arrête, nous, on s'est arrêté. On y va 3 mois, on revient en France, on travaille. On y va 6 mois, on revient. Après, on perd tout notre temps. Non, tu y vas, tu ne reviens plus. C'est bon, tu es dans les études. Tu ne penses pas à l'argent, tu n'es pas en train de prier, en train de te dire comment je vais payer mon loyer, comment je vais ramener, comment les enfants vont manger. Tu n'es plus dans ça. Là, tu dis comment je vais apprendre. Ah, je vais réviser. Ah, je vais aller voir lui, hein, machallah, le shir là-bas. C'est ça qu'on veut. On veut des frères concentrés. Pour qu'il y ait des fruits et que dans 5-10 ans, on ait des gens de science, des grands étudiants en sciences, qui ont du haine, qui connaissent, qui fréquentent les savants, etc. Et qui ne sont pas 6 mois dans l'année en train de faire des triple steaks ou des tacos. On ne veut pas ça. Parce qu'on a connu ça. C'est pas de la moquerie. C'est parce qu'il faut bien vivre. On n'est pas des fous. D'accord? Donc il y a un moment où on doit prendre le problème à bras le corps et on doit faire des efforts pour la future génération parce qu'on a besoin de science. Sinon, si la génération d'après nous, elle n'est pas meilleure que nous, ben, on a raté quelque chose. On n'est pas des grands frères, on n'est pas des bons grands frères. Si moi, mes petits frères, à mon âge aujourd'hui, ils sont moins bien que moi, c'est que j'ai raté mon boulot. Mon boulot, c'est que tu es mieux que moi. À mon âge, il faut que tu sois 2 fois plus fort que moi. Et toi, comme ça, tu seras 2 fois plus fort que moi. Et la génération après toi, elle doit être 2 fois plus fort que toi. Et c'est comme ça que dans 10 générations, en France, on aura des olamas. On aura des olamas francophones avec un passeport français. Mais si, moi, mon but, c'est que vous soyez en dessous de moi, et c'est-à-dire après, votre but, vous, celui qui vous vient après vous, il est en dessous de vous, ben, dans 10 ans, on est dans les égouts. C'est les égouts après. Donc on est déjà assez bas quand même. Donc il faut s'élever un petit peu. Alors, tu en avais parlé aussi du coup, je ne sais pas si tu veux détailler encore un peu plus, c'est au niveau des contrats. Tu as dit que les contrats suivent les principes islamiques. Est-ce que tu veux détailler encore un peu plus cet élément-là ou tu as tout dit?
Ouais, bah, comme je l'ai dit, les contrats, à la base, moi, quand je suis venu voir les agences, à la base, moi, je voulais, pour éviter les problèmes, je pensais pas qu'ils allaient accepter les conditions. Mhm. Donc, je voulais dire, voilà, on paye cash. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, on trouve des frères qui sont intéressés, ils payent cash. Mais ça allait être une infime partie. C'est compliqué de payer cash quelque chose qui coûte 100 000 euros, etc., qui est à 100 000 euros, ou même 80 000 euros. Donc, c'était un peu inutile. Donc, on a cherché, jusqu'à ce qu'on a commencé à imposer nos conditions. Bon, après, moi, au début, je voulais juste venir comme ça, anonymement. Mais ça marche pas quand tu viens tout seul comme ça, tu viens avec ta dégaine, ton ami, il dit ouais, bon, tu veux quoi? Mais quand tu dis voilà, on a une chaîne YouTube, il y a des gens qui nous suivent, et des abonnés, etc. Là, malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est capitalisme. Là, il se dit ah, peut-être il y a, peut-être. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on les a appâtés et ils ont accepté. Dans les contrats, ils ont enlevé tous les contrats haram. Donc maintenant, il y a la possibilité d'investir de manière halal sur 7 ans, 8 ans. Et donc là, ça devient plus intéressant. Si quelqu'un, tu lui dis sur 7 ans, sur 2 3 ans, parce que c'est le plus important, c'est pas sur 7 ans, c'est sur 2 ans. Sur 2 ans, tu dois mettre 18 000 euros, d'accord? C'est déjà plus faisable. Donc ça veut dire que tu mets un apport, par exemple, de 7 000 euros, de 8 000 euros, et après tous les 3 mois, tu donnes 1 000 euros. Tous les 3 mois, 1 000 euros. Pendant 2 ans. Donc ça, on va trouver des frères comme ça, ou des sœurs. Tu mets 7 000 euros au début, et après tous les 3 mois, tu donnes 1 000 euros. Pendant 2 ans. Et après, le bien, on te le donne. C'est-à-dire que le bien, il est livré. Et après, tu n'as plus rien à sortir de ta poche. C'est les loyers qui payent les échéances. Donc 1 000 euros tous les 3 mois, ça va être le bien qui va te payer ça. Et en plus, tu régénères du bénéfice. Là, c'est bon. On peut commencer à trouver des gens et on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être une communauté forte. Parce qu'on est peu. Les banques, on ne travaille pas avec eux. Et les autres, ils ont des fatwas de leur imam du faux, qui leur dit oui, non, pour la première maison, vous pouvez faire riba. Ah non, mais c'est bon, tant que dans votre cœur vous êtes apaisé, faites ce que vous voulez. Donc nous, on part avec. C'est même plus un handicap. C'est même plus un handicap avec lequel on part. Donc si nous, en tant que musulmans, qui avons une éthique et qui avons des valeurs, on n'est pas ensemble pour justement avoir entre guillemets, une force économique, bah, ça sert à rien. D'accord, ça sert à rien. Donc, dans les contrats, alhamdoulilah, aujourd'hui, ils ont été. euh, les contrats, ils sont. Alhamdoulilah, ils vont être faits pour nous, parce que ces conditions-là, c'est nous qu'on les a demandées et ils ont accepté. Donc, la personne qui va vouloir investir, une fois que le groupe de personnes, encore une fois, on peut investir jusqu'à 6 personnes, mais vous pouvez investir à 5, à 4 ou tout seul. D'accord? Celui qui a les moyens pour investir tout seul, il investit tout seul. Mais en tout cas, dès que l'apport est donné, une fois que l'apport est donné, le contrat, il commence à être rédigé. Et donc, là, le contrat, il est rédigé. Il est envoyé à la Chambre du commerce égyptienne, qui va tamponner, qui va vérifier que le contrat est conforme. Et ensuite, il va être envoyé à l'agence, le contrat. Et l'agence va l'envoyer en France. Donc, s'il y a 6 personnes, ils vont l'envoyer. Ce contrat-là, il va, entre guillemets, voyager entre les mains des 6 personnes. Parce que les personnes doivent signer le contrat. C'est normal. Donc, s'il n'y a qu'une personne, on l'envoie à la personne et elle signe le contrat. S'il y a plusieurs personnes, bah, ils envoient un DHL. Je ne sais pas comment ils font, un DHL qui peut tourner à la personne. Je crois qu'il y a 6 timbres ou je ne sais pas, bref. C'est-à-dire que vous recevez, vous signez le contrat. Après, vous le remettez dans la boîte aux lettres, ça revient dans un autre endroit, ainsi de suite. Bref, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc, bien sûr, on peut éviter ça. S'il y a des frères, par exemple, qui habitent tous en Ile-de-France ou qui habitent tous à Paris, bah, ils peuvent se rejoindre tous et ils signent tous le contrat. Ça, c'est réglé. Mais bon, s'il y a un frère qui habite à Marseille, l'autre à Lyon, l'autre à Lille, bah là, il faudra que le contrat voyage dans les villes de France. Une fois que tout le monde a signé le contrat, il est renvoyé en France, en Égypte, pardon. Et ensuite, le contrat, il est ratifié, il est validé. Et là, il vous envoie un exemplaire du contrat avec toutes les conditions. Vous avez votre nom, vous avez les échéances qu'il faudra payer, les contrats, tout est là. Et vous vous envoyez un exemplaire du contrat. Et après, il y a juste à attendre la livraison du bien. Et bien sûr, tous les 3 mois, payer une échéance. Et il y a juste à attendre la livraison du bien. Et c'est comme ça que ça se fait, Inch'Allah Azzawajal. Taïbar, Barakallahu fik pour l'éclaircissement. Euh, alors, je cherche juste la question suivante. Ok. Alors, quelles sont les garanties qui nous assurent la sécurité de ces investissements? Je sais que tu en avais parlé aussi, mais je pense que là, tu pourras détailler un peu plus. Non. Donc déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils savent pas ce que c'est l'investissement. L'investissement, même si les gens ils ont du mal à comprendre, je vais essayer de donner un exemple qui est clair.
même si des fois, certains, ça leur fait du mal parce que ça parle d'argent. Donc l'argent, on parle des fois, c'est dans le cœur des gens. Mais l'investissement, c'est comme un jeu. C'est comme une partie de foot. Bien sûr, quand tu rentres sur le terrain, tu veux gagner. Et il n'y a personne qui rentre sur le terrain pour perdre. Mais quand tu rentres sur le terrain et tu participes, tu acceptes la possibilité de perdre. D'accord? Même si, bien sûr, toi, tu fais toutes les causes pour ne pas perdre. C'est comme le commerce. Là, tu vas acheter, tu vas au marché, tu dis voilà, je vais acheter des fruits. Ou alors je vais acheter des vêtements. Là, c'est l'hiver, il fait froid. Bah, je suis intelligent quand même. Je ne vais pas acheter des, euh, des shorts ou des casquettes. Des casquettes. D'accord? Je suis intelligent. Je vais acheter des bonnets. Je vais acheter des pulls, des chaussettes. Parce que c'est l'hiver. Donc, je fais les causes quand même pour ne pas faire un flop. Et je fais les causes. Donc, j'investis mon argent pour acheter plein de bonnets en gros, des chaussettes, etc. Mais avec la possibilité, je sais que quand j'achète ça en gros, je sais que ça peut me rester sur les mains et qu'il y a un risque que je ne vende pas ça. Ça s'appelle du commerce. Donc ça n'existe pas un commerce où c'est impossible, je perds. Ça, c'est la mentalité de ceux qui font riba. C'est pour ça qu'Allah il a autorisé la vente, il interdit riba. Les banques, ils veulent faire du commerce, ils ne veulent pas perdre. Ils disent je te prête de l'argent, mais c'est quoi quand je te prête de l'argent? C'est quoi le risque quand je te prête de l'argent? Bah, c'est le risque que tu ne me rembourses pas. Je fais du commerce, c'est quoi le risque quand je fais du commerce? Bah, c'est le risque que ça perde, que ça ne marche pas. Mais eux, ils veulent enlever ce risque-là. Et ils mettent des conditions haram. Et donc comme ça, ils se disent, voilà, on a assuré nos arrières. Donc nous, le musulman ne doit pas penser, il doit pas penser comme ça. Le musulman doit penser comme un musulman. Il doit faire les causes, il doit faire bien sûr les meilleurs choix en tant qu'investisseur, en tant que commerçant. Donc on ne dit pas de faire n'importe quoi, d'acheter des maillots de bain en mode décembre. C'est pas logique. Donc il faut être intelligent aussi. Mais après, comme un agriculteur qui fait les causes, qui plante les graines, etc., qui médite sur le type de terre, qui réfléchit à la plante, il faut la planter en hiver, il faut la planter en été, etc. Il a de l'expérience. Donc ça, c'est un agriculteur. Mais une fois qu'il a fait tout ça, il a mis sa graine, il a tourné la terre, etc., il place sa confiance en Allah Azzawajal. Et il sait que malgré tout ce qu'il a fait avec science, il sait que si Allah Azzawajal, il n'envoie pas la pluie, il n'y aura rien du tout. Et il sait que si Allah Azzawajal, il envoie un ouragan, il n'y aura rien du tout. Et il sait que si Allah Azzawajal, il met une sécheresse, il n'y aura rien du tout. Ça, c'est comme ça que les musulmans ils pensent. Parce que des musulmans aujourd'hui, ils pensent comme des capitalistes. Ouais, mais je veux zéro risque. Non, Harry. Si tu veux zéro risque, c'est-à-dire que tu penses comme ceux qui sont venus en disant, voilà, on va mettre des pénalités. Et je lui dis, mais non, c'est haram. Il dit, ouais, mais nous, on veut zéro risque. On ne pense pas comme ça, nous. C'est-à-dire que le risque, quand on rentre dans ça, bien sûr, on sait qu'on veut gagner, on n'est pas fou, mais il ne faut pas venir avec. Il faut gérer. Non, c'est Allah Azzawajal qui facilite, c'est Allah Azzawajal qui met la baraka ou non dans les choses. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, bien sûr, moi, comme j'ai dit, j'ai peur de vous. Et tout le monde a peur dans cette affaire. Tout le monde a peur. Il y a trois parties, et les trois parties ont peur. L'agence a peur. Parce que l'agence, normalement, ils mettent des contrats avec des pénalités. Et donc, ils n'ont pas peur des retards, parce qu'ils savent qu'il y a une pénalité. Donc, nous, quand ils nous voient, on s'est engagé. On a mis notre nom. Et c'est plus que mon nom, c'est la da'wa. Parce que si des projets, on vient avec nos camis et nos barbes dans leur société, dans leur bureau, et on dit non, nous on veut ça c'est haram, on fait les durs. Mais si on vient au bout de 2 mois et qu'on dit ah désolé, lui ne peut pas payer, ah désolé, lui ne peut pas payer, ah pardon, Afouane, ah on ne savait pas. Et bien là, ils vont dire bon, dès qu'il y a un barbu là, bon allez, vous êtes des rigolos. Donc en plus de mon nom, il y a aussi une mentalité à mettre dans la tête des pays musulmans en disant voilà, quand tu travailles de manière éthique, bah, alhamdoulilah, il y a du halal, il y a la baraka, etc. Regarde, on est sérieux, on applique notre religion, mais aussi on est sérieux, etc. Donc il y a aussi cette chose à faire. Mais eux, ils ont peur de nous. Parce qu'ils ont peur qu'on ne paye pas. Ils ont peur qu'on s'investisse, etc. Après, on dit désolé, je ne peux pas payer. Et ils ont pas dans le contrat, ils n'ont pas de poids pour être payés. Ça ne les intéresse pas en réalité d'annuler le contrat. Parce qu'ils ont perdu du temps. Pendant 6 mois, il aurait pu vendre son bien, il a perdu ton temps parce que tu n'as pas payé. Après, il faut retrouver un. Donc, ils ne veulent pas annuler le contrat. Ils veulent des pénalités. Ils veulent de l'argent. Donc, ils ont peur de nous. Moi, j'ai peur de vous. Parce que j'ai peur de vous ramener vos noms, vos photos de passeport à l'agence et que dans 2 mois, vous me dites ah, Afouane, franchement, je ne comprends pas, mais j'avais l'argent pourtant. Et après, moi, je vais les voir, je dis ah, Afouane, il ne peut pas. Il ne peut pas assumer. Donc, moi, j'ai peur de vous. Eux, ils ont peur de vous. Ils ont peur de moi. Et vous avez peur de moi. Ah là, avec tout ce qu'on entend sur Internet, pourquoi je vais te faire confiance, pourquoi je vais t'envoyer de l'argent, on a tous peur. Donc, il y a un moment où, bien sûr, on fait les causes, de notre côté, on doit tous faire les causes. Moi, je dois faire les causes pour vous mettre
en relation avec une agence sérieuse. Donc, toutes les personnes qui sont venues sur WhatsApp, ils m'ont demandé le nom de l'agence, le site internet de l'agence, l'adresse mail de l'agence, le numéro de téléphone de l'agence. Il y a des frères qui sont en Égypte. Je leur ai donné l'adresse de l'agence. Allez les voir. Vous allez voir que c'est du sérieux. On a un catalogue. Ils ont envoyé un catalogue de tout ce qu'ils ont fait comme projet. Tous, ils ont abouti. Ils ont travaillé pour l'armée égyptienne. Ils ont travaillé à Dubaï. C'est mondialement, dans le monde arabe, en tout cas, ils sont connus. Donc, nous, on montre les preuves comme quoi on a fait notre boulot. On a ramené des gens sérieux. Donc, ça, c'est mon boulot. Si je ne vais pas vous ramener des gens et au final, je vous dis désolé, l'argent, il a disparu. Qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est mon boulot. Eux, leur boulot, c'est de faire ce qu'ils ont promis et de le faire à temps. Donc, ça, c'est leur boulot. Et vous, votre boulot, c'est d'investir. Et de ne pas dire ah, désolé, Afouane, mon frère, il s'est marié, je devais lui donner 4 000 euros, j'ai pas d'argent. Wallah, je pense pas, je sais pas ce qui m'est arrivé. Wallah, mais je te jure, c'est pas de ma faute. On veut pas entendre ça. Comme toi, tu veux pas entendre l'agence qui te dit ah, Afouane, moi, je comprends pas. D'habitude, on est toujours à l'heure, mais là, on a un an de retard. T'as pas envie d'entendre ça. D'accord? Et moi, j'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui paye pas, etc. Après, je vais les voir, je dis désolé, Afouane, oui, c'est vrai. J'ai dit que on est sur la sunna, j'ai dit que t'inquiète pas, on est sérieux, mais en fait, regarde, en fait, c'est pas des gens sérieux. On n'a pas envie d'entendre ça. Donc, chacun, si on met tous de notre côté, on fait un effort de notre côté, on se fait confiance, parce qu'on est obligé de se faire confiance au bout d'un moment, sinon on se regarde dans les yeux, on se regarde de travers et on n'avance pas. Donc moi, je dois me dire, non, les frères, ils sont sérieux, j'ai un bon soupçon. Vous devez me dire, non, le frère Elias, j'ai confiance. Et l'agence doit dire, bon, c'est des musulmans, etc., machin, là, ils vont payer. Et tout le monde doit faire un ce pas. S'il n'y a pas ce pas-là, c'est mieux de rien faire ensemble. D'accord? Donc c'est ça la particularité. Déjà, l'objectif, c'est de faire des frères rentiers avec des revenus passifs pour qu'ils puissent apprendre leur religion, vivre leur hijra correctement, payer l'école pour leurs enfants, etc., qu'ils puissent pratiquer leur religion correctement. Car aujourd'hui, en 2024, comme je dis, l'argent, c'est l'air de la guerre. Donc c'est compliqué de pouvoir vivre sa religion correctement pour nos enfants, pour nous-mêmes, s'il n'y a pas l'argent qui suit, malheureusement. C'est plus à l'époque des salafs. Tu viens à Médine, il n'y a rien, du désert, tu prends des planches de bois, tu dis voici ma maison, et hop, c'est parti. Le matin, je vais regarder s'il n'y a pas un peu de risque à prendre. Je vends du bois, je prends des dates. Après, l'après-midi, je vais à la mosquée. Ça n'existe pas, ça. Tu vas dans n'importe quel pays du monde, on va te dire visa, faut payer. Maison, faut payer. Loyer, faut payer. Électricité, faut payer. Eau, faut payer. Partout dans le monde, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux plus dire je plante ma cabane et c'est bon, je vais étudier. Donc, c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, nous, on veut que les futures générations n'aient pas ce problème-là. Parce qu'on l'a eu, on l'a connu. Donc, voilà. Alors, concernant les avantages d'investir dans l'immobilier en Égypte, est-ce que tu pourrais en parler au niveau de l'attractivité, le rendement, les bénéfices? Et je sais que tu en avais parlé aussi au début du live, mais pourquoi l'Égypte? Non. Donc, l'Égypte, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité ou pas, euh, l'Égypte connaît un problème, surtout le Caire, connaît un gros problème de surpopulation. L'Égypte, le Caire, c'est la ville la plus peuplée d'Afrique, à environ 95 millions d'habitants. Donc dans le Caire, il y a plus d'êtres humains que dans la France entière. Et donc le président Sisi, il a fait un projet qui a vu le jour en 2016. Ce projet, c'est le projet d'agrandissement du Caire. Donc il a pris un endroit qui était totalement désertique, le Sahara, rien du tout, et il en a fait une ville. Il a appelé la capitale, la nouvelle capitale. D'accord? Et donc il a pour objectif de faire de cette nouvelle capitale le cœur, le poumon économique de l'Égypte. Donc, depuis 2016, il fait énormément d'efforts pour que ça devienne justement la capitale économique. Et certains disent qu'il veut faire le nouveau Dubaï. D'accord? Il veut faire le nouveau Dubaï. Donc, il y a une ville qui est sortie de rien du tout depuis 2016. Donc, ça fait un peu moins de 10 ans. Et donc là, ça continue. Donc, il a fait déplacer toutes les choses qui ont un lien avec l'économie, avec la politique. Il l'a mis dans ces endroits-là. Donc, la bourse égyptienne, elle est partie là-bas. Les consulats, tous les consulats qui étaient un peu partout au Caire, il les a mis au même endroit. La compagnie d'électricité égyptienne, elle est à cet endroit-là. Il a fait un château, un grand château pour les réunions politiques. Donc, s'il y a des réunions politiques en Égypte,
par exemple le G20, le G7 ou la Ligue arabe ou je ne sais pas n'importe quel homme politique ou diplomate qui doit venir en Égypte rencontrer le président égyptien, c'est là-bas que ça va se passer. Et donc forcément, comme il y a des gens, il y a une masse d'êtres humains qui vont se déplacer petit à petit vers là, et les consulats, donc qui dit consulat, donc le consulat français, le consulat américain, le consulat espagnol, etc. Et forcément, il y a des gens qui travaillent dans ces consulats-là. Et ils ne vont pas faire 1 heure de trajet tous les jours. Donc forcément, si leur consulat se déplace dans cet endroit-là, eux aussi ils vont se déplacer dans cet endroit-là. Donc ça va ramener des gens. D'accord? Et pareil pour la diplomatie, les diplomates, le business, etc. Tout le business, il va se faire là. D'accord? Donc forcément, il y a énormément de projets. Toutes les personnes qui sont allées en Égypte ces derniers mois, ces dernières années, quand ils vont au Nouveau-Caire, ils vont au Nouveau-Caire à Khamis, etc. Ils voient des pancartes avec des agents immobiliers. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et donc, il y a des centres commerciaux qui poussent. Il y a des villas qui poussent. Ils veulent faire le nouveau Dubaï. Comme le Dubaï, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était du sable. Et il y avait des centres commerciaux, etc. Maintenant, il y a le Dubaï Mall, etc. Et là, vous êtes comme si on vous propose d'investir à Dubaï, mais il y a 20 ans. Et donc, forcément, il y a 20 ans, quand on disait investir à Dubaï, les gens rigolaient. Je vais faire quoi là-bas? C'est du sable, il n'y a rien. Et maintenant, vous ouvrez Instagram, tout le monde vous dit investissez à Dubaï. Mais maintenant, c'est trop tard, Dubaï. Il faut être millionnaire, c'est fini. Mais encore une fois, on peut investir à Dubaï. Mais c'est à partir de combien qu'on vous demande? Et qu'est-ce que vous gagnez? Ça y est, en fait, à partir du moment où les riches sont là, on n'a plus le niveau. On n'a plus le niveau. D'accord? Donc là, encore une fois, le président égyptien, il a pour ambition de faire le cœur, le poumon économique de l'Égypte. Et quels sont les indices qui montrent que y a des probabilités, des fortes probabilités que ça réussisse? C'est que justement, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est que l'Égypte est endettée. Et donc, comme vous le savez, toutes les fortunes ou la grande majorité des fortunes qui se sont créées dans l'histoire, ils se sont créées justement dans des temps de crise et dans des temps de famine et dans des temps de pauvreté. C'est là qu'on construit une fortune. Et donc c'est là, nous, on a une niche en tant que musulmans sur la sunna, et là on est faible. Et donc comment devenir fort? C'est justement en profitant de ces opportunités. Car quand vous allez voir les grandes fortunes, ils se sont faites après les guerres, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, la crise des finances aux États-Unis au début du XXe siècle. Parce qu'il y a des gens qui chutent, mais il y a des gens qui montent. Et donc il y a aussi la volonté aussi pour l'Égypte de rentrer dans la BRICS. Donc la BRICS, je pense, ceux qui connaissent, vous tapez BRICS, c'est le Brésil, la Russie, etc., des pays, entre guillemets, en voie de développement qui cherchent entre guillemets, un pendant économique à l'Occident, à l'ONU, etc., enfin à l'ONU, à l'Europe, à l'Union européenne et aux États-Unis, etc., au dollar, et parce que le monde entier, il est dépendant du dollar. Donc eux, ils veulent se débarrasser de cette dépendance. Bref, on ne va pas faire de la géopolitique, mais c'est pour dire que l'Égypte veut intégrer la BRICS. Donc il y a des volontés politiques de l'Égypte de grandir financièrement. Et vu que l'Égypte est vraiment, vraiment endettée, c'est une aubaine, parce que quand un pays est endetté, c'est les habitants qui souffrent. Mais les gens qui viennent de l'extérieur avec une monnaie plus forte, comme le dollar ou l'euro, c'est ces gens-là qui ont des opportunités financières. C'est-à-dire que oui, bien sûr, que les gens vont dire, ouais, mais c'est pauvre. Le livre égyptien, ça vaut rien, c'est de l'inflation. Mais justement, toi qui as de l'euro, c'est là que tu dois investir. Parce que c'est pas quand tout va bien que tu vas investir. Et des gens aujourd'hui, ils nous disent, ouais, il faut investir à Dubaï. Ouais, il faut investir à Marrakech. Mais Marrakech, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, on ne dit pas que c'est impossible. Mais quand tu vas vouloir investir à Marrakech pour gagner bien, pour gagner vraiment des bonnes sommes, pour gagner tous les mois 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, combien tu dois mettre en cash peut-être? Et je ne parle même pas des conditions haram, etc. Je ne parle pas de ça. Ça se négocie dans tous les pays musulmans. Là, ça se négocie. Ça. Mais je parle vraiment en termes de concurrence. Aujourd'hui, à Marrakech, aujourd'hui, c'est des millionnaires qui viennent là. À Dubaï aussi. Nous, on n'est pas millionnaires. Nous, on travaille à la du tri, on met 500 euros de côté. Pourquoi tu me parles de Dubaï? Donc, on a un train de retard.
Et donc, alhamdoulilah, l'Égypte, en tout cas, dans le monde musulman, le projet que l'Égypte veut faire, il en est à son début. Et c'est maintenant. Parce que dans 5 ans, quand tout sera à la mode, on pourra y aller quand ça sera à la mode. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Mais c'est comme, je sais pas, l'exemple par exemple du Bitcoin. Le Bitcoin en 2011, les gens qui investissaient, on se moquait d'eux. On disait, mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, peut-être ils sont millionnaires. Encore une fois, je ne vous dis pas d'investir dans le Bitcoin, hein, c'est un exemple. Pour dire que forcément, le danger, bah, forcément, les gains seront plus grands. La part de danger, si tu veux investir que dans des choses sûres, c'est possible. Là, tu vas à Dubaï, entre guillemets, c'est pas sûr, mais bon, c'est du 95%. C'est connu. Mais il te faut combien pour investir à Dubaï aujourd'hui? Tu vas acheter juste un appartement, juste un petit studio. Un studio, ils vont te dire 80 000 euros. Un studio, 80 000 euros. Là, nous, on est en train de parler de pharmacie, de fonds, de locaux commerciaux, de chambres d'hôtel. Aujourd'hui, à Dubaï, pour avoir ça, on parle en millions d'euros. Allez au Dubaï Mall et allez voir, vous voulez acheter un commerce, un local commercial au Dubaï Mall. Il va vous parler en millions d'euros. Parce que aujourd'hui, Dubaï Mall, tout le monde connaît. Mais il y a 20 ans, celui qui a investi dans le Dubaï Mall, quand c'était sur plan, ça n'existait même pas, c'était du sable. Bah, allez le voir et dites-lui, tu l'as acheté combien? Il va dire, peut-être, je l'ai acheté 90 000 euros. Et aujourd'hui, ça coûte combien? Aujourd'hui, ça coûte peut-être 5 millions. 5 millions d'euros. C'est comme ça, ça peut être l'investissement. Et donc, l'Égypte, voilà, c'est le moment idéal parce qu'on est au début et, comme j'ai dit, les causes, les probabilités qui nous montrent que ce projet est obligé d'aboutir, c'est limite obligé, c'est que l'Égypte est endettée et que le président Sisi, c'est sa dernière opportunité, entre guillemets. Sinon, le pays, Allahu A'lam. Comme la Coupe du Monde au Qatar. Il y a des projets, on ne dit pas, bien sûr, c'est Allah qui facilite ou pas. Mais la Coupe du Monde au Qatar, c'était pas possible que le Qatar ne rate, échoue. Parce que tout le monde entier vous regarde, en fait. Et donc, les hommes politiques, vous savez, les hommes politiques, eux, ils pensent à leur réputation. Quand tout le monde entier vous regarde en disant, si tu rates, tu vas être la risée du monde, bah, ils font en sorte que euh, ça fonctionne. Même si, quitte à affamer la population. D'accord? La Coupe du Monde au Qatar, il y a eu des scandales. Et voilà. Parce que il fallait faire des stades alors qu'il fait 50 degrés, il fallait ramener des travailleurs de je sais pas d'où. En gros, on ne peut pas se rater. Et bien là, l'Égypte ne peut pas se rater. Donc c'est quasi obligatoire pour le gouvernement égyptien que ce projet aboutisse et soit un succès. Et donc, en tant qu'investisseur, ça nous rassure. Après, bien sûr, on n'est pas là pour faire de la politique. Oui, mais eux, dans telle ville en Égypte, ils meurent de faim. Et comment ils font un truc, des buildings? Ils font parce qu'il y aura la plus grande tour d'Afrique qui va être construite dans cette région. On n'est pas dans la politique. Là, encore une fois, on n'est pas des politiciens. Non, on est là pour dire on veut investir. Et donc, quand on investit, forcément, on doit réfléchir comme un investisseur. Et donc, toute personne qui investit, il doit regarder les paramètres qui font que c'est un bon investissement. Et Allah wa alam, quand on connaît un petit peu, on va pas dire tous les feux sont ouverts, mais ça sent bon, on va dire. Donc c'est pour ça, moi je vois pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour des gens de notre niveau, parce que des gens disent oui, mais pourquoi les millionnaires ils y vont pas? Mais les millionnaires ils vont pas aller dans des endroits où il n'y a pas de entre guillemets, il y a pas de buzz entre guillemets. Les millionnaires ils sont pas venus à Dubaï il y a 20 ans. Les millionnaires ils sont à Dubaï aujourd'hui. Pourquoi ils vont prendre le risque d'un truc qui n'a pas encore vu le jour? Non, ils veulent de l'argent tout de suite, les millionnaires. Ils ont les moyens financiers pour ne pas être comme nous en disant je vais attendre pendant 2 ans, je vais payer sur 7 ans. C'est des millionnaires. Donc c'est pas un argument, les millionnaires, il n'y a pas de millionnaires. Non. Les millionnaires, quand ils viennent, c'est trop tard, il n'y a plus de place pour nous. Donc justement, nous, on doit être là avant eux pour faire notre trou et pour que les musulmans sur la sunna pèsent dans les prochaines années économiquement. Et qu'on n'ait pas besoin de faire des cotisations pour ouvrir une mosquée, pour ouvrir une madrasa, pour ouvrir je ne sais pas quoi. Pour aider une sœur qui est en hijra. Non, alhamdoulilah, on aura une petite oumma, une petite communauté qui aura investi en 2024 et 10 ans plus tard, ils auront des moyens financiers et on sera fort et on sera costaud. Et dans la da'wah, dans la prédication, ça aura de l'impact. C'est ça l'objectif. C'est pas être riche pour manger des steaks de Kobe. On ne veut pas ça. C'est pour être, entre guillemets, des soldats, d'accord, des défenseurs de notre dîn, de la sunna. Et
aujourd'hui, malheureusement, l'argent a pris une place importante. Et c'est compliqué de combattre, d'accord, s'il n'y a pas ça. C'est compliqué, malheureusement. Ça, c'est un fait. Je ne dis pas que c'est bien. Je suis pas là pour analyser l'époque. Je suis en train de parler de l'époque. L'époque, elle est comme ça. Maintenant, on peut s'asseoir et faire un débat philosophique. Est-ce que c'est bien? C'était mieux à l'époque? On va pas avancer. Nous, on est juste on est là pour constater les faits. Et une fois qu'on a constaté les faits, eh ben, on essaie de faire les causes pour être profitable pour la Oumma. Jazakallah khair. Ouais. Alors, depuis le début, tu as donné entre guillemets des arguments. Mais je pense que tu n'as pas donné la somme à partir de combien on peut investir. Bah, ok, ouais. Déjà, comme j'ai dit, on est dans une situation, parce que ça vient de commencer, où tout le monde a peur de tout le monde. D'accord? Et donc moi, comme j'ai peur de vous, j'ai fait en sorte de choisir des sociétés qui soient connues mondialement, qui fassent des grands projets connus pour déjà, premièrement, pour que les frères et les sœurs qui veulent investir n'auront pas à être en Égypte. Parce que ça, c'est des questions qui viennent souvent. Est-ce que oui, mais j'ai pas envie d'aller en Égypte, etc. Le but, vu qu'on est avec des entreprises qui sont mondialement connues, qui ont l'habitude de travailler avec des Français, des Américains, des Allemands, il n'y a pas de mal. Nous, on est, entre guillemets, l'entremetteur. Donc, sur place, etc., c'est nous, on va gérer, mais vous n'avez même pas besoin de mettre un seul pied en Égypte. Vous avez juste à investir et dans 2 ans, dans 3 ans, d'encaisser. J'investis, j'attends, j'encaisse. C'est ça, nous, qu'on veut pour vous. Et donc ça doit passer par des sociétés qui sont bien huilées, qui maîtrisent leur sujet. C'est pas un investissement, entre guillemets, on va aller voir quelqu'un sur le bon coin, on achète une maison, on la rénove, etc. Ça, c'est un type d'investissement. Mais ça demande trop de problèmes. Et ça demande d'être sur place, ça demande de regarder, on peut acheter des appartements, les rénover, faire des Airbnb, mais ça, il faut être sur place. Et c'est pas tout le monde qui a envie d'aller en Égypte. Et les gens, ils ont envie d'aller en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Arabie Saoudite, aux Émirats. Nous, on veut juste que vous investissez et que vous ayez de l'argent dans votre compte et vous êtes partout dans le monde, où vous voulez. D'accord? Et donc, forcément, ça doit passer par des entreprises qui ont un standing, qui soient connues et qui soient sûres. Parce que moi, j'ai peur. Et donc, j'ai pas envie qu'on me dise, ah, t'as donné mon argent à quelqu'un que je connaissais pas, et maintenant, il a disparu et on sait plus il est où. Moi, je veux pas ça. Donc, je suis parti voir des sociétés qui sont connues, réputées. Et donc, forcément, ça, c'est l'avantage. Vous allez me dire, ah, machallah, c'est bien. Mais l'inconvénient, c'est que comme ils sont réputés et connus, forcément, les premiers prix sont élevés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler avec toi si tu as 3 000 euros. C'est triste, mais encore une fois, on est au début. Donc moi, je préfère la sécurité, même si ça exclut certains frères ou certaines sœurs, mais au moins, les frères et les sœurs qui, par la grâce d'Allah, ont les moyens d'investir, au moins, ils sont en sécurité. Plutôt qu'on fait des choses, entre guillemets, un peu plus de bas de gamme, et on dit à tout le monde, Bismillah, tafaddalou, toi 1 000 euros, toi 3 000 euros, mais 4 000 euros. Après, je fais une vidéo d'excuses en disant, ah désolé, je sais pas, il est où. Il a disparu, il m'avait dit que c'était bien, mais je lui ai envoyé l'argent, je sais pas, il est où. Désolé, Afwan. Et après, je me fais insulter. Et je me prends des doigts des musulmans opprimés. Ça ne m'intéresse pas. Donc forcément, le prix d'entrée, c'est-à-dire pour commencer à vouloir investir, eh ben, c'est assez élevé. Donc, nous, comment on a fait pour pallier à ça? Moi, comment j'ai fait pour pallier à ça? J'ai mis en place la musharaka. Donc, j'ai aussi mis comme condition la permission et ils nous ont autorisé ça parce qu'à la base, c'était, tu as le droit de t'associer avec des gens, mais le maximum, c'était 3. Donc, moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit 3, ça va être un peu court parce que, voilà, les musulmans, etc., en France, ils veulent investir, mais c'est compliqué de faire de l'argent halal et de mettre de côté les taxes, la France, les impôts, c'est compliqué, l'inflation, etc., de mettre beaucoup de côté. Donc, ils nous ont autorisé 6 personnes. Donc, 6 personnes peuvent investir dans un bien. 6 personnes peuvent investir dans un bien. Et donc, les biens, les premiers prix d'un bien, c'est, encore une fois, il ne faut pas regarder le prix final sur 7 ans, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est 100 000 euros, 110 000 euros, 120 000 euros, 180 000 euros. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder 180 000 euros en disant 180 000 euros, non. Déjà, il faut diviser le prix par 2. Parce que sur les 2 premières années, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de payer jusqu'au moment où le bien va être livré. Et la livraison, pour l'instant, dans les projets qu'on a, la livraison, c'est en mai 2027. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est mai 2027. C'est pas 7 ans.
Donc, s'il y a un bien qui coûte, imaginez, 120 000 euros sur 7 ans. Donc, nous, on ne doit pas regarder 120 000 euros, on doit regarder la moitié, 60 000 euros. Parce qu'on doit donner la moitié du prix avant la livraison du bien, ou 55% à peu près. Donc, on va calculer, pour être plus facile, on va calculer 60 000 euros. Donc, quand je vous dis 120 000, vous devez diviser par 2 déjà. Donc, ça fait 60 000 euros. Et vous pouvez vous mettre à 6 sur le bien. Donc, 60 000 euros, d'accord, divisé par 6. Donc, ça fait 10 000 euros. Donc, vous pouvez commencer à investir si vous avez dans les 10, 15 000 euros, en fonction du bien. Bien sûr, là, je lui dis 120 000 euros, c'est un chiffre comme ça pour plus facile à compter, parce qu'on divise par 2, ça fait 60 000. Et après, vous êtes 6, ça fait 10 000 chacun. Donc, c'est possible d'avoir, on ne va pas dire 10 000, parce que c'est, on va dire, à partir de 15 000, 16 000, 17 000. Le mieux, c'est, par exemple, les chambres d'hôtel, c'est 18 000. Il faut 18 000 sur 2 ans. Donc, vous mettez 7 000 en apport. Et après, tous les 3 mois, vous donnez 1 000 euros. Et donc, sur 2 ans, ça fait 17 000. Ou 17 000 et quelques. Et ensuite, vous n'avez plus rien à sortir de votre poche. Parce que le bien, il sera livré. Et donc, les échéances sur 7 ans, ça va être le loyer du bien qui va payer les échéances. Donc, vous n'avez rien à sortir de votre poche. Donc, il ne faut pas regarder 120 000 sur 7 ans. Il faut regarder qu'est-ce que je vais mettre pendant 2 ans. Donc, en fonction du projet, ça peut être 18 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros. Donc, plus les projets sont grands, plus il faudra mettre de l'argent sur les 2 premières années. D'accord? Mais, on va dire, il faut au minimum 15 000 euros. Voilà, 15 000 euros. Celui qui a en dessous de 15 000 euros, on lui dit, mets de côté, Akhi. Et Inch'Allah, dans 1 an, dans 2 ans, on va structurer, on va être plus carré, etc. Et tu reviens nous voir et on trouvera quelque chose pour toi. Inch'Allah, bidnillah, azawajal. D'accord? Mais celui qui a 15 000 euros, parce qu'il a travaillé, il a déjà mis de l'argent, il a 15, 16, 17, 18 000 euros, on lui dit, commence maintenant. C'est maintenant que ça arrive. Ne perds pas ton temps. Celui qui a 15 000 euros d'épargne à mettre, au lieu de les faire dormir sur son compte, on te dit, viens, dans 2 ans, tu gagneras de l'argent. Et tu gagneras le double, le triple. Parce que ce que tu vas acheter 15 000 euros aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que c'est sur plan. Tu achètes des choses sur plan. Donc sur plan, c'est des prix qui sont en dessous du marché. Et donc dans 2 ans, quand le projet sera livré, donc il va exister, même si tu ne prends pas de loyer, tu veux juste vendre ta part, parce que c'est possible. Quand on dit 6 personnes, c'est pas 6 personnes, c'est 6 parts. Donc ça veut dire que ta part, c'est à toi. Il n'y a personne qui peut te la prendre. Tu n'es pas obligé, si tu veux vendre ta part, tu ne dois pas attendre l'accord des autres. Tu fais ce que tu veux. Donc, si toi, tu veux vendre ta part, que tu as mis 18 000 euros pour l'acheter, dans 2 ans, tu la vends sans même forcer. Tu la vends 30, 40, 50 000 euros. Parce que ça existe. Toi, tu as acheté quelque chose qui était sur plan. Donc, c'était du sable. Donc, tu as pris le risque d'acheter un truc sur plan. Et cette chose-là a vu le jour. Donc, celui qui va acheter, il va l'acheter quelque chose qui existe et il va commencer à prendre des loyers. Donc, c'est normal que tu fasses un x2, un x3. C'est normal. Donc, tu as mis 18 000 euros en 2 ans. Et si tu veux vendre, eh ben, tu vas le vendre 40 000 euros ou 50 000 euros. Donc, tu vas rembourser tes 18 000 euros que tu as dépensés et tu vas faire une plus-value. Mais encore une fois, ça nécessite d'avoir déjà 15 000 euros, 16 000 euros à investir. Et ne pas les faire dormir dans votre compte en attendant que la banque vous bloque en vous disant voilà, votre argent est bloqué. Donc, ça, c'est, entre guillemets, le minimum. Il faut avoir minimum, on va dire, 15, 16, 17 000 euros. Alors, tu en avais aussi parlé, mais je pense que là tu pourras détailler. C'est comment ça se passe le processus d'achat. L'étape d'achat, la prise de contact, personne en France, Égypte, le document, paiement, rendement. Donc je ne sais pas si tu souhaites détailler encore un peu plus. Moi, c'est, comme j'ai dit, j'ai déjà expliqué, le Non. processus d'achat, c'est que tout dépend, bien sûr, si la personne est seule, s'ils sont 2, s'ils sont 3, s'ils sont 4, s'ils sont 6. On va dire qu'ils sont tout seuls. On va dire qu'il y a quelqu'un qui est tout seul, il va acheter. Donc, comme j'ai dit, si vous êtes plusieurs, celui qui veut s'investir, qui veut s'associer avec 6 personnes, comme on a dit, il faut qu'il ait au moins 15 000 euros, etc. Maintenant, il y a des gens, ils ont de l'argent à Mabarek, etc. Et donc, lui, il a plus que ça. Donc, il a, je sais pas, il peut mettre un apport de 40 000 euros. Après, tous les 3 mois, il peut donner 5, 6 000 euros. Bon, il y a des frères qui ont de l'argent. Il y a des frères qui travaillent en Suisse, et qui sont en Suisse, etc. Ils ont des chauffeurs Uber Eats qui gagnent 5 000 euros. Donc, voilà. Il y a des gens, c'est possible, c'est pas impossible. D'accord? Donc, lui, il est tout seul. Qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer un apport. Donc, en fonction du bien, l'apport, ça peut être 10%, 15%, 20%. Ça dépend du bien. Et ça dépend du bien, ça dépend de plusieurs choses. Donc, des fois, c'est 10, des fois, c'est 15, des fois, c'est 20.
D'accord? Donc, il va donner un apport. Une fois qu'il donne l'apport, ils vont commencer à rédiger le contrat. Donc, le contrat il va être rédigé. Ils vont l'envoyer à la Chambre des commerces en Égypte. Ils vont vérifier que le contrat est conforme, etc. Et ils vont renvoyer le contrat à l'agence. Et l'agence, comme je l'ai dit, va vous l'envoyer en France. Vous allez signer votre contrat, vous allez renvoyer le contrat à l'agence égyptienne et le contrat sera ratifié et ils vont vous envoyer ensuite une copie. Donc la copie signée, etc., la copie officielle du contrat. Et après, tous les 3 mois, vous allez payer une échéance. Donc en fonction du bien, ça peut être 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 7 000 euros, 6 000 euros. Donc bien sûr, avant de signer le contrat, etc., on va vous expliquer tous les détails et après vous acceptez ou pas. Vous dites non, ça j'ai pas les moyens, ça c'est pas pour moi, etc. Bon, voilà, en fonction de vos finances. Et donc, tous les 3 mois, vous allez payer jusqu'à ce que le bien soit livré. Et une fois que le bien est livré, qu'est-ce que vous faites? On va vous contacter. Donc, ça dépend ce que vous allez acheter. Donc, si c'est une chambre d'hôtel, si c'est des locaux commerciaux, on va prendre un local commercial. Donc, la personne a acheté un local de, je sais pas, 80 mètres carrés ou 70 mètres carrés. Donc, 6 mois avant, donc les locaux commerciaux, c'est pour faire un magasin, pour faire un restaurant, pour faire peu importe, en fonction de où il est placé. Donc, 6 mois avant ou 8 mois avant l'ouverture du centre commercial, il y a l'agence qui va vous contacter. Ils vont vous dire, voilà, nous, on a un panel de sociétés qui veulent prendre vos biens, qui veulent prendre votre local pour faire un magasin. Donc, vous avez le choix. Soit vous mettez quelqu'un vous-même, donc par exemple, quelqu'un qui a une franchise de restaurant. Lui, il a acheté un local. Il veut faire sa franchise de restaurant en Égypte, il veut s'expatrier en Égypte, etc. Il peut mettre c'est à lui. Donc, il dit, voilà, moi, j'ai envie de mettre ma branche je sais pas, de sandwich, de sushi, je vais faire un restaurant africain, bref, peu importe. Donc, il fait ça. Donc, il met qu'il a envie. Maintenant, s'il n'a pas ça, il n'a pas envie de se prendre la tête avec la paperasse, de ramener des gens, il a juste envie que l'agence fasse tout ça à sa place. Donc, ils vont vous proposer un catalogue d'agences, d'entreprises, pardon. Donc, ils vont vous dire, voilà, pour votre magasin, il y a, je sais pas, il y a H&M, il y a Zara, il y a Gucci, il y a BMW, peu importe, je dis n'importe quoi. Des agences connues, vous savez ce que c'est un centre commercial, vous êtes déjà allé dans un centre commercial, vous savez que côte à côte, il y a plein de magasins. Il y a Lacoste, je sais pas quoi. Et vous, bien sûr, vous choisissez en fonction de votre éthique. Vous êtes un musulman, voilà, vous n'avez pas envie que quelqu'un vous donne un loyer pour vendre je sais pas quoi. Des fois, si vous voulez boycotter, si c'est des koufars, c'est des choses haram. Vous dites non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Jusqu'au moment où vous tombez sur quelque chose qui est en conformité avec votre éthique. Et vous dites voilà, lui, je suis d'accord. Donc vous mettez d'accord ensuite sur le loyer. Vous dites voilà, moi je veux un loyer de temps, je veux 6 000 euros par mois. Je veux 8 000 euros par mois. Donc bien sûr, vous devez aussi sonder les loyers en vigueur en fonction de l'année, en fonction de votre place, en fonction de votre emplacement, etc. Ça joue pour beaucoup. Et une fois que vous avez négocié votre loyer, si l'entreprise accepte, vous allez signer un contrat avec eux sur 5 ans ou 7 ans, et sur 7 ans, ils vont vous donner un loyer, si vous êtes mis d'accord sur 7 000 euros, de 7 000 euros, tous les mois, ils vous donnent 7 000 euros, vous donnez votre compte en banque, vous dites voici mon compte en banque, tous les mois, tu m'envoies 7 000 euros, et après c'est tout. Vous êtes en Mauritanie, vous êtes en Algérie, vous êtes au Maroc, vous êtes en Tunisie, peu importe, vous avez un compte en banque. Après, en fonction de votre compte en banque, ça c'est à vous de gérer votre compte en banque. Si votre compte en banque il est français et que la France voit que vous avez 5 000 euros tous les mois qui rentrent, c'est sûr qu'ils vont vous taper à votre porte et vous dire ça vient d'où ça? Donc c'est à vous de faire les causes en termes de société, d'ouvrir une société à Dubaï, etc. Si vous voulez pas que la patrouille tape à votre porte en disant salam alaikum, on va prendre 70%. Donc ça, vous avez 2 ans pour faire vos causes. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça va fonctionner. La question suivante. En cas de problème, qui est responsable de ces opportunités et qui accompagne les investisseurs? Donc, ceux qui accompagnent, c'est moi, Islami, on va dire. D'accord? Donc, nous, on s'est avancé, on est parti voir, on a démarché des agences. Donc, entre guillemets, on est le tampon entre l'agence et vous. Donc, nous, c'est à nous que vous parlez, c'est à nous que vous êtes censés faire confiance, et eux, c'est à nous qui font confiance. Donc, l'agence nous fait confiance, et vous êtes censés nous faire confiance. D'accord? Donc, entre guillemets, le tampon, c'est nous. Donc, nous, on vous donnera toutes les informations. D'accord? On a fait les causes aussi pour qu'il n'y ait pas de problème d'insolvabilité, surtout pour ceux qui
qui investissent en groupe, d'accord? Il y a plein de gens qui viennent, moi, je préfère refuser des gens plutôt que de prendre le risque qu'un frère, au bout de 3 mois, 6 mois, il ne peut pas payer. D'accord? Parce qu'il y a des frères, par exemple, comme on a dit pour la chambre d'hôtel, il faudra, sur 2 ans, 18 000 euros. La condition pour intégrer l'investissement en groupe, c'est avoir les 18 000 euros aujourd'hui. Parce qu'il y a des frères qui ont été refusés parce qu'ils disent, par exemple, il a de quoi payer l'apport. Donc l'apport, c'est 7 000 euros. Donc il dit, moi, j'ai 7 000 euros, Harry. Je dis, Taïb, mais si tu donnes les 7 000 euros, imaginons que le groupe, il se forme. Il n'est pas formé. Donc, imaginons le groupe, il se forme. Toi, tu donnes l'apport à 7 000 euros. Mais tous les mois, dans 3 mois, tu dois donner 1 000 euros. Tu vas l'avoir comment, ces 1 000 euros? Il me dit, non, mais t'inquiète pas, je travaille. Ça, désolé, on va refuser. Même si on peut, sur le plan, on peut accepter. Parce que le frère, on ne doute pas de sa bonne foi. Mais pour moi, en tout cas, c'est trop risqué. C'est-à-dire qu'il a donné toutes ses économies dans l'apport. Et après, tous les 3 mois, il doit trouver 1 000 euros avec la France, l'inflation, etc. Moi, personnellement, je préfère m'arrêter parce que si dans 6 mois, il me dit je me suis fait renvoyer, j'ai pas serré la main à ma directrice, ils m'ont vu en train de prier, ils m'ont renvoyé. Et après, il me dit désolé, je pourrais pas payer. Et ben les 5 investisseurs, c'est eux qui sont dans les problèmes. Donc la condition, c'est que celui qui rentre dans l'investissement en groupe, c'est qu'il ait déjà l'argent sur les 2 ans. Parce que après, une fois qu'il a ça, après, en gros, après, c'est réglé. Parce que, entre guillemets, le bien, après les 2 ans, le bien, il va payer les échéances. Donc, c'est ça la condition pour ceux qui investissent en groupe. Parce qu'il y a la responsabilité des autres frères. Donc, ça, c'est pour pallier le risque d'insolvabilité d'un des investisseurs. Pardon. Ça, c'est une condition que moi, j'ai mis. Parce que j'ai pas envie de rentrer, encore une fois, j'ai peur de vous. Donc, malheureusement, ça élimine des frères, mais je préfère éliminer des frères que me faire éliminer. Désolé, c'est comme ça. L'insen, c'est comme ça. Désolé. Prendre une chambre. Alors, alors peut-on devenir rapporteur d'affaires pour vous, pour Islami? Ben, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. C'est une bonne question. Ça, tout est possible. Ça dépend. Moi, il faudrait que je vois avec l'agence. Et ça dépend de ce qui est voulu par rapporteur d'affaires. Moi, personnellement, je ne vais pas engager des gens. C'est-à-dire que c'est assez des problèmes pour moi déjà. Moi, j'ai pas l'instinct, j'ai pas le, comment dire, j'ai pas l'instinct du patron. C'est-à-dire, embaucher des gens, ouais, tac, tac, fais ça. Non. Mais maintenant, si quelqu'un euh, vient nous voir en disant, voilà, moi, je connais, je sais pas, je suis patron d'une société où je connais plein d'investisseurs, je connais 10, 20, 30 personnes qui ont des moyens financiers, peuvent investir, voilà. Là, oui, moi, je peux aller voir l'agence et leur expliquer, parce que l'agence, il y a des frais d'agence, donc les agences, ils ont un pourcentage, d'accord? Donc, ils ont un pourcentage, et donc, si on vient, tout est possible. Donc, vous savez très bien, au bled, les pays arabes, tout ça, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Donc, si tu viens les voir, tu leur dis, voilà, on a quelqu'un qui peut ramener 10, 15, 20 personnes, 30 personnes et signer 20 contrats, 15 contrats, 10 contrats, mais lui, il veut négocier un pourcentage, là, je pense qu'ils ne vont pas dire non. Donc, oui, c'est possible. Là, oui, c'est possible. Mais si c'est quelqu'un qui veut juste travailler, dire, ouais, je connais personne de particulier, mais bon, employez-moi et on verra ce que je peux faire. Ça, je pense que c'est pas intéressant. Voilà. Taïba. Et c'est la dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux musulmans qui souhaitent investir mais hésitent encore? Ben, ceux qui hésitent encore, moi, je l'ai dit plusieurs fois dans les lives, ça fait plusieurs fois qu'on fait des lives sur ça, c'est que on n'a plus le choix. En fait, vous n'avez plus le choix. Je comprends qu'on hésite, mais il n'y a plus le choix et on est dans l'urgence. La seule manière de pouvoir s'en sortir pour le musulman en 2024 qui est soucieux de sa religion, je ne parle pas du musulman, il va avoir la banque, sa religion, c'est pas sa priorité. Je parle de celui qui ne veut pas vendre sa religion, qui ne fait pas de concessions dans sa religion. La seule issue pour vous, c'est-à-dire pour fuir de la France, pour préserver votre famille, pour préserver vos femmes, vos enfants, la seule issue, c'est l'investissement. Comme j'ai dit, l'investissement est divisé en deux. Investir sur soi ou investir dans des biens. L'investissement sur soi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc, soit vous investissez sur vous, donc vous essayez d'acquérir des compétences, de la science, etc., pour vous émanciper du patronat,
Donc, il ne faut plus avoir de patron. Il ne faut plus un patron qui vous avez peur de prier parce qu'il va vous virer, etc. Non, ça, il faut s'émanciper. On ne doit pas faire de concessions avec notre religion. Donc, soit vous investissez sur votre propre personne, donc vous vous formez, vous allez faire des études, etc. Bon, c'est pas tout le monde qui veut investir dans des bâtiments, etc. On n'impose pas aux gens. Moi, je donne ça parce que, encore une fois, c'est ma vision de la hijra. Pour moi, la vision de la hijra, pour moi, c'est étudier. Et donc, étudier, on passe notre matin, du matin au soir, on étudie. Et donc, forcément, on ne peut pas devenir webmaster ou devenir, je sais pas moi, faire des sandwicheries. Parce que ça demande d'être présent. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas dans cette voie-là. Mais c'est une voie qui existe et c'est très bien. Elle est respectable. Donc, soit vous investissez sur vous, donc vous devenez compétent dans une chose, peu importe la chose, d'accord, dans les métiers du web, dans des métiers manuels, peu importe. Ça, il y en a, ils ont cette fibre-là, ils aiment bien ça, ils aiment se lever le matin, il est passionné je sais pas moi, de vente, de commerce, il fait du e-commerce, il est webmaster, il aime l'informatique. Si tu aimes ça, fais des choses que tu aimes. D'accord? Et donc, forme-toi, et comme ça, tu peux vivre de ce que tu aimes partout dans le monde et quitter la France et ne pas être attaché à la France. On en a marre des oui, je fais 6 mois en France, 6 mois au bled. C'est fini ça. Donc, il faut investir sur soi-même pour ne plus être dans cette situation. Donc, vous investissez sur vous-même ou alors vous investissez dans des biens. Et donc, ça, c'est là qu'on intervient. Parce que moi, encore une fois, je vois que pour moi, c'est le plus intéressant pour la hijra que j'estime être la plus intéressante, c'est-à-dire devenir des musulmans costauds, avoir de la science. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la science. On est trop faible. On est une génération, on doit être la génération zéro. On doit être la génération zéro, c'est-à-dire la génération qui sont dans la science, pour que nos enfants voient leur père et leur mère dans la science. Comme ça, il dit, moi, mon père, j'ai toujours vu en train de réviser, en train de lire. Même si on a un faible niveau, même si quand on sera vieux, on ne sera pas chez Al-Uthaymin, mais au moins, nos enfants, ils nous auront vu baigner dans l'ilm. Et ils vont devenir meilleurs que nous. Et leurs petits-enfants, et nos petits-enfants, ils vont devenir meilleurs. Et c'est comme ça que on va faire grandir la Oumma. Donc, nous, on est les graines, on veut être les graines. Et donc, forcément, les graines, bah, c'est pas les fruits. On sera peut-être jamais des fruits extraordinaires avec un goût savoureux. Mais au moins, on est la graine. Et donc, la graine, ça demande de faire des efforts dans ça. Et donc, moi, encore une fois, c'est ce que je vois. C'est pour ça que je pousse les gens à investir dans des biens pour qu'ils aient des revenus passifs. Comme ça, t'es au Majid Nabawi, t'es au Kuteb, t'es au Tahfiz, t'es n'importe où, t'es en train d'apprendre ton dîn, et à la fin du mois, hop, tu reçois une bonne nouvelle. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu ne penses pas à dire comment je vais faire ça, comment je vais payer mon loyer. C'est bon, moi, je m'occupe de, il faut que j'apprenne ça, il faut que je révise, etc. Donc, les deux seules manières aujourd'hui de s'en sortir, c'est l'investissement, soit sur toi-même, soit sur des biens. Sinon, ça va être compliqué pour ta religion. Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Donc, si tu hésites, je ne sais pas, tu hésites entre quoi et quoi. Encore une fois, je ne sais pas en quoi tu hésites, si tu hésites entre quoi et quoi. Tu es obligé d'investir. Tu es obligé d'investir sur toi-même ou d'investir dans des biens pour avoir des revenus passifs parce que sinon, il n'y a personne qui va te donner une retraite. La retraite, c'était nos parents, ça, qui rêvaient des retraites ou nos grands-parents. Mais c'est fini aujourd'hui. La France, voilà, c'est fini. Donc, il faut arrêter de penser à la France. Il faut arrêter de penser à la carte vitale. C'est bon, c'est fini la France. C'est fini, il n'y a plus rien. Donc, il faut partir. La France est en train de s'écrouler. Nous, on ne va pas les regarder en train de s'écrouler. Déjà, on doit partir religieusement. Mais même avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on disait, ouais, mais certes, il faut partir religieusement, mais au moins, il y a la dunya. Il n'y a plus de dunya en France. Ça y est. Il n'y a plus de dunya. Vous payez des packs de lait à 4 euros. Ça y est, c'est fini. Donc non. Il faut partir. Et donc, il faut s'en donner les moyens. Et donc, comment on fait pour s'en donner les moyens? C'est investir dès maintenant. Et il ne faut pas hésiter. Parce que si on hésite, les portes vont se refermer. Et après, on va rester bloqué. Que là, nous facilite. Amine. Écoute, c'était la dernière question. Donc je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose. Bah, Par exemple, comment te contacter? ouais, voilà. Juste ceux qui sont intéressés, ben, sur les réseaux. Ils viennent sur Instagram, sur Twitter, voilà. Ou adresse mail, hein. Adresse mail classique, islami@gmail.com. Donc islami, ISLAMY, LLP,
@gmail.com. Et de là, normalement, on redirigera directement vers le WhatsApp, c'est ça? Voilà, il y a juste à dire voilà, j'ai écouté le live ou je suis intéressé par l'investissement. Et après, sur le WhatsApp, on va communiquer, on va voir sur quoi vous êtes intéressé, est-ce que vous voulez investir seul, est-ce que vous voulez investir en groupe. Donc les groupes, alhamdoulilah, ça commence à se former. Donc D'accord? c'est un peu long, hein, parce que des gens ils hésitent, etc. Mais Inch'Allah, d'ici cette semaine, peut-être, si Allah il facilite. Parce qu'encore une fois, un groupe, ça demande aux gens d'être, d'être entre guillemets, Confiant, apaisé. ouais, en confiance, etc. Donc des fois ça prend du temps, les gens posent beaucoup de questions, etc. C'est tout à fait normal. Donc on est là pour répondre, etc. Et je pense que il suffit que ça va faire un effet boule de neige, je pense. Un, deux, on va entrer dans le deuxième, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, c'est maintenant qu'il faut rentrer dans le train, Inch'Allah. Donc dites-nous par mail ou par message privé si vous êtes intéressé, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallah fik, akhi. Dernière question. Toi, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes qui aimeraient investir, qui hésitent, mais là, en fait, c'est au niveau religieux. Quelles causes elles peuvent entreprendre pour être apaisées? Par exemple, salat istikhara, des invocations, je sais pas. Si Bah tu peux nous déjà, éclairer sur ça. bah déjà, bien sûr, l'aspect religieux, mais déjà l'aspect mondain aussi. Parce qu'il y a beaucoup de frères, des fois, quand tu parles avec eux, ou des gens que tu parles avec eux, ils savent pas ce que c'est l'investissement. Tu vois. Donc, en fait, ils ont des peurs, mais ces peurs-là, elles sont liées à l'investissement. Ça s'appelle l'investissement, justement. Donc, déjà, il faut un peu se connaître, etc. Se rassurer. Donc, tout le côté mondain, se rassurer concernant l'investissement de manière générale. Après, l'investissement aussi en Égypte. Après, il y a aussi l'investissement avec la société. Donc, tout ça, nous, on est là pour vous rassurer. On est là pour vous donner des preuves que la société est sérieuse, etc. Donc, déjà, il y a cette première étape d'être rassuré, entre guillemets, de manière mondaine. Et après, bien sûr, là, il y a istikhara, on fait dua, on demande à Allah de nous faciliter, de nous faire, de nous tawfiq, de nous faire comprendre les choses pour on soit vraiment apaisé dans notre cœur, dans notre choix. Et voilà, une fois que on a fait istikhara, et l'istikhara, encore une fois, l'istikhara, c'est quand on a fait un choix. Les gens, ils pensent que l'istikhara, c'est je sais pas, j'attends un signe. C'est pas ça, l'istikhara. L'istikhara, c'est je fais mon choix. Donc oui, je vais investir, je vais le faire. Je vais investir. Et une fois que je sais que je vais investir, là, je fais istikhara. Et des gens, ils savent pas, ils disent, je sais pas, j'hésite, et il fait istikhara. Et après, il regarde le ciel, il attend des oiseaux qui lui font un signe ou qui écrit sur le sol. Non. Oui, j'ai fait un rêve. Non. Istikhara, c'est je veux faire ça. Et après, je consulte le Seigneur de l'univers. Ya Allah, si c'est un bien pour moi, facilite-moi et accorde-moi la réussite dans ça. Si c'est un mal, empêche-moi et éloigne-moi de cela. C'est ça, istikhara. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, vous voulez investir ou vous ne voulez pas investir, en tout cas, vous faites votre choix et vous faites istikhara. Barakallah fik. C'était, écoute, c'était la dernière question. Ok. Donc, de mon côté, c'est OK. Je sais pas si toi, ouais, je pense que tu as déjà ajouté quelque chose. Pas fatal Hmm. si tu Ouais, as oublié quelque chose après. je vois des petites questions. Vite fait, quelqu'un il me demande si la condition c'est d'avoir 18 000 euros. Ouais, les 18 000 euros, je parlais pour la chambre d'hôtel. Parce que oui, les 18 000 euros, encore une fois, nous on met comme condition. Et je sais que c'est des conditions parfois qui sont assez dures. Mais encore une fois, c'est parce on veut éviter des problèmes. Je préfère être dur dès le début plutôt que de dire à tout le monde Bismillah et après, au final, il y a des problèmes. Donc oui, quand on dit sur 2 ans, il faut avoir une somme, normalement, c'est sur 2 ans. Mais on veut, quand je dis pas 2 ans pile, mais au moins avoir 90% de la somme. S'il faut mettre 18 000 euros sur 2 ans, il faut que la personne ait minimum 15 000, 16 000 euros. Et après, voilà, comme ça, il y aura juste à 1 000 euros, 2 000 euros à avoir sur 2 ans. C'est beaucoup plus abordable que quelqu'un qui me dit j'ai juste 5 000 euros, mais t'inquiète pas, je travaille et je mets de côté. Non, ça, c'est trop risqué. Ça, Bien c'est sûr, trop risqué. bien sûr. Donc voilà, c'est tout. Ouais, ouais, pour moi, c'est OK après. Ok, Karim, bah vas-y, jazakallah khair, Ayak. barakallah fik. Et bah,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك Alaykoum اللهم salam. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.